et bienvenue dans Mythchecker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation et j'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, trouver et libérer chez les bébés les tensions qui les empêchent de téter correctement, afin de mettre en place un allaitement serein. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous allez découvrir l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans leur domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes pour savoir vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et briser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Et ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Mythchecker de continuer de s'agiter, c'est vous. Par chaque partage ou recommandation autour de vous, mais aussi sur les réseaux, vos écoutes, bien sûr, et vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais vraiment très reconnaissante de prendre une petite minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Laissez-moi vous présenter Sophie. Sophie est chanteuse à l'Opéra de Paris et la maman de 3 enfants, dont 2 jumelles qu'elle a allaitées durant tout pile 3 ans. Sophie avait déjà allaité son fils, et quand elle tombe enceinte pour la seconde fois et qu'elle apprend qu'il y a 2 bébés, c'est d'abord le coup de massue. Elle se demande comment elle va pouvoir allaiter, porter et mener son postpartum comme elle l'entendait. Mais qu'à cela ne tienne, après une phase de désespoir, elle se reprend et décide qu'elle fera tout comme prévu. Son projet d'allaitement, elle le mènera à bien quoi qu'il en coûte. Et comment ajouter un niveau de difficulté ? Accoucher à quelques jours du premier confinement. Alors que l'avenir est flou et que tout le relais qu'elle avait prévu pour son postpartum ne pourra malheureusement pas arriver. Sophie, c'est l'histoire d'une motivation et d'une détermination sans faille pour mener à bien son projet. Mais vous y entendrez aussi l'importance d'un soupçon de lâcher prise pour se préserver. Je la laisse vous raconter comment elle y est arrivée, les tips qu'elle a à vous donner et comment finalement cette période de pandémie lui aura servi à prolonger son allaitement comme bon lui semblait. Résultat, 3 années d'allaitement de ses jumelles et une belle histoire à transmettre. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Sophie, bienvenue dans Mythchecker. Je suis ravie de te recevoir à la maison en plus. Très pratique pour moi. La première question que j'ai envie de te poser Sophie, c'est déjà qui tu es, qui sont tes enfants, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour te présenter un petit peu. Alors, je suis Sophie, je suis belge, je vis à Paris depuis plus de 20 ans. Je suis venue à Paris pour le boulot parce que je suis chanteuse d'opéra. Et donc, je suis chanteuse à l'Opéra de Paris depuis déjà un petit bout de temps. Avant, j'étais intermittente du spectacle, donc je bougeais un peu dans plein de théâtres. Et maintenant, je suis fixe à l'Opéra de Paris depuis presque 5 ans. J'ai passé un concours, donc voilà, je suis très contente de ce choix de vie. Et je suis mariée à Alessandro, qui est italien, de Rome. D'accord. Et on a 3 enfants, Giulio qui a 7 ans et Romy et Mila qui sont mes jumelles qui ont 3 ans. Ok, très bien. Et donc aujourd'hui, l'idée c'était que tu nous parles en particulier de l'allaitement de tes jumelles, mais est-ce que tu as allaité ton premier aussi ? Alors j'ai allaité Giulio, j'avais en tête, parce que tout vient bien sûr de ma première expérience d'allaitement, j'avais en tête d'allaiter mon premier enfant sans trop être informée, mais je m'étais dit 6 mois c'est un petit peu ce qui est pas mal jusqu'à la diversification. Et donc, je me suis mis un peu sur ce projet d'allaitement sans trop d'informations. Et il se trouve que j'ai allaité mon fils presque 3 ans. C'est lié à un petit épisode qui est assez anecdotique, mais qui a quand même eu un impact. C'est qu'on a fait à Giulio, comme à tous les bébés, le Guthrie, donc le petit test pour les maladies. Voilà. Et il se trouve qu'il a été diagnostiqué positif à une des maladies qui se recherche, que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle la phénylcénurie. Ouais. Donc, c'est un truc d'une protéine... C'est cétonurine, hein ? Phénylcénurie. D'accord. Quelque chose comme ça. Mais tu vois, c'est tellement anecdotique avec le temps, a posteriori, c'est tellement anecdotique comme truc que je ne sais même plus finalement bien prononcer la maladie. Mais sur le moment, forcément, Giulio avait 10 jours. Moi, j'ai accouché à Necker parce qu'on habitait dans le 8e arrondissement, donc il n'y avait pas trop de maternité proche. Donc, j'avais accouché à Necker un petit peu parce que c'était un peu la seule qui n'était pas trop loin. Encore, à ce moment-là, je n'avais pas encore trop de réflexion sur la physiologie, sur ce genre de choses. C'était mon premier enfant. Donc, je m'étais dit, je vais faire un accouchement avec péridurale. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Et à Necker, ils m'ont dit, il n'y a pas non plus que des grossesses compliquées à Necker. On peut aussi avoir des grossesses simples. Bien ça se passe très bien.
Donc, vu qu'il n'y a pas de maternité dans le 8e et que voilà, il n'y a aucune raison qu'on ne vous accepte pas là. Et au final, c'était pas trop si mal parce que vu que j'ai accouché dans cette maternité et qu'il y a eu ce truc, donc on a fait le petit test, voilà, et ils m'ont dit, au bout de quelques jours, si vous avez aucune nouvelle, c'est que, comme l'immense majorité des cas, il n'y a rien. Tout va bien. Et donc, j'ai reçu on était rentré à la maison, l'allaitement suivait son cours, et j'ai reçu un courrier de Necker, et je ne l'ai même pas ouvert tout de suite, parce que je pensais que c'était une facture. Je l'ai laissé là sur la table pendant 24 heures. Et puis, je l'ai ouvert, et c'était pour nous dire qu'il fallait refaire le test, parce qu'il y avait une valeur qui était un peu au-dessus, et qu'il voulait refaire un deuxième, voilà. Le démarrage d'allaitement s'était bien passé ? Et le démarrage d'allaitement s'était bien passé, Cool. avec forcément un petit peu des crevasses, un peu des douleurs, de la fatigue qui s'installe, enfin un truc un peu normal, mais c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, cette histoire d'allaitement. Donc je m'accrochais et voilà, il grossissait un peu, voilà, la prise de poids était un petit peu lente. Forcément, ça m'inquiétait, c'était mon premier bébé, mais pas plus que ça. Donc, voilà, oui, donc tout n'était pas nickel. Tu avais quand même eu des douleurs au démarrage, il y avait ce bébé qui prenait pas tout à fait assez de poids. Voilà. Mais ça ne remettait pas du tout en question le projet. Et donc, il y a eu ce truc. Alors, la panique à bord, c'était un samedi. Donc, on est parti à Necker avec Giulio qui avait 10 jours. Je suis arrivée en pleurs. Déjà, je pense chute d'hormones. Déjà, de base, je suis quelqu'un de très... c'est pas pour rien que je suis artiste, à mon avis, je suis un peu hypersensible, voilà. Okay. Donc, je suis arrivée en pleurs dans le service, il se souvenait très bien, je venais d'accoucher une semaine avant, donc il se souvenait tout à fait de moi, donc j'explique, il dit oui, on va vous le refaire et tout. Et donc, forcément, on se dit, c'est peut-être un faux positif, il a peut-être été mal fait, etc. Et en fait, c'était pas le cas, on nous avait dit, vous serez recontacté tel jour. Le jour même, on a eu un appel, et c'était le médecin de l'Institut des maladies génétiques qui nous appelait pour nous fixer un rendez-vous pour le lendemain. Et donc, tout ça m'a mis dans un état, moi qui étais de nature assez détendue sur tout ce qui touche à la santé. Je pensais à cristalliser quelque chose, une panique, mais absolue, en fait. J'ai sombré complètement. Je pleurais tout le temps. Je le regardais, en fait, je l'allaitais, je le regardais en pleurant, en me disant, en fait, il a quelque chose de grave. J'étais convaincue que c'était grave. Qu'est-ce que ça impliquait ? Pour l'instant, personne t'avait expliqué. Alors, on m'avait expliqué par téléphone qu'il était juste au-dessus d'une valeur, que c'était une maladie qui se traitait par un régime. Les enfants qui ont cette maladie, qui est diagnostiquée de manière assez importante, ne peuvent pas manger de protéines animales, parce que c'est mal synthétisé par une protéine du foie. Donc, il avait dit, ce qu'on va faire probablement, c'est qu'il y aura un petit régime sans protéines. On introduira les protéines animales plus tard, donc viande, poisson et œufs, pas à 9 mois comme d'habitude, mais plus tard. Et il faudra lui faire le petit Guthrie. Donc, au début, j'allais le faire avec la sage-femme, parce qu'il m'a piqué le doigt de mon bébé qui avait une semaine. On devait le piquer tous les 15 jours et récupérer le sang sur un petit buvard et envoyer à Necker pour surveiller. Et donc, on a dû faire ça pendant tous les 15 jours, 3 semaines, pendant plusieurs mois, pour vérifier qu'en fait, c'était tout à fait... Il y avait rien qui se passait. Stable. Et quand on a introduit... Au début, à la crèche, il n'avait pas de protéines animales. Et puis après, quand on a introduit, ça a rien changé, en fait. Donc, il était juste à la limite. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que, sur le coup, moi, ça m'a fait sombrer. Je pense que c'était la chute d'hormones, la fatigue, c'était mon premier bébé. L'injustice, je me souviens que j'étais dans le truc, mais c'est tellement injuste, l'inquiétude. J'ai eu une grossesse de rêve, j'ai fait tout, attention à tout, pourquoi ça tombe sur nous ? En fait, on était juste porteurs, comme dans plein de cas. On était porteurs tous les deux, mais sans avoir développé le truc. Et il y avait 25% de chance que Giulio le développe, il l'a développé, mais de manière infime. Au point qu'ils nous ont dit, ici on est à Necker, on a un hôpital vraiment de niveau 3, à la pointe de tout. Peut-être même que dans un autre hôpital, dans une autre maternité, ou même dans un autre pays, l'Italie en l'occurrence, puisque mon mari est italien, il aurait peut-être même pas été dans les valeurs normales. Mais nous, le protocole, c'est ça, donc vous êtes obligé de venir, vous êtes suivi, machin. Et en Qu'est-ce que ça impliquait par rapport à ton allaitement ? Du coup, est-ce que ces bébés-là ne peuvent pas prendre de protéines de lait de vache ? Les cas les plus, vraiment, qui ont des valeurs, mais genre 10 fois au-dessus, oui, on interrompt l'allaitement. Là, mais c'était anecdotique. Ah, on interrompt l'allaitement aussi ? Ça peut interrompre l'allaitement, il peut y avoir un lait qui est commandé, un lait spécifique où il y a vraiment rien du tout comme... ah oui, donc c'est ni protéines de lait de vache, ni protéines humaines. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'était assez important. Mais nous, on n'était pas du tout dans ce cas de figure. Mais on te disait que c'était important de l'allaiter, du coup ? Il m'avait dit qu'on ne changeait rien, vous continuez l'allaitement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et on n'est pas du tout dans un cas... on le verrait tout de suite. Il aurait des valeurs beaucoup plus hautes s'il y avait un risque que ce soit un cas un peu plus important. Là, vous ne changez rien. On a dû lui faire des tests d'urine. Et là, ça prenait 3 semaines pour avoir les résultats. Pour s'assurer qu'il était... Alors, je ne sais pas exactement, je ne me souviens plus des tenants et des aboutissants des examens, mais c'était vraiment pour vérifier que c'était bien un cas comme ça à surveiller, mais que ça n'allait pas impacter du tout sa vie. Et pendant cette attente, ça a été... l'horreur pour toi. Je pleurais tout le temps. Je l'allaitais en pleurant, je me réveillais en sursaut la nuit, en panique, en me disant on va lui diagnostiquer autre chose, c'est grave et tout.
Et donc, voilà, mon entourage, mon mari, ma famille essayaient de me dire, mais pourquoi tu vois les choses en noir? Et voilà, je pense que c'était un ensemble de choses. Plus fort que toi. Voilà, j'arrivais pas à lutter avec ça. Et une de ma meilleure amie à Paris, qui est chanteuse aussi d'ailleurs, qui est la marraine maintenant de mon fils, à un moment m'a dit, je t'emmène chez le médecin. On avait le même médecin traitant à Madeleine. Je m'en souviens parce que c'est important que ce soit à Madeleine en fait. Je suis allée à pied parce qu'on habitait là tout près. Et on arrive chez le médecin et donc le médecin me reçoit et elle voit bien la situation. J'étais avec Giulio, qui était dans la petite poussette là. Et donc on discute et puis elle voit mon état. Elle me dit, alors je vais être très claire. Maintenant vous êtes maman et vous pouvez plus vous permettre. Je sais que c'est cash ce que je dis, mais vous pouvez plus vous permettre de vous effondrer comme ça. Parce que votre bébé, vous l'allaitez, il a besoin de vous et c'est pas possible. Donc, ou vous réagissez tout de suite, ou demain ou après-demain, je vous mets sous médicaments, je vous donne un traitement pour vous aider, parce que vous ne pouvez pas, comme ça, j'avais perdu, je crois, 3 kilos, 4 kilos en quelques jours. Enfin, c'était une catastrophe, je ne mangeais plus rien, j'arrivais plus à manger, c'était vraiment... avec le recul, je me dis, mais pourquoi je me suis mis dans un état pareil? Bon, c'est sans doute lié à plein d'autres trucs de ma vie, voilà. Ouais, mais... Voilà, elle m'a dit, vous ne pourrez plus allaiter. C'est sûr, avec le traitement, ce genre de médicaments. Ah voilà. oui, donc c'était soit vous... Je pense qu'elle a senti à quel point j'étais attachée à mon rôle de maman, de nourrir mon fils. Et elle m'a dit, vous ne pourrez plus allaiter. Voilà, c'est pas grave, on peut arrêter un allaitement. Voilà, mais si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je pense qu'elle avait senti qu'elle pouvait me faire un électrochoc. Je suis sortie de chez le médecin, je suis entrée chez Fauchon. Parisiennes connaissent Fauchon, qui est juste à côté de Madeleine. Et j'ai acheté un éclair au chocolat. Au café, je ne me souviens plus, c'est un détail. Et j'ai mangé cet éclair. Ça a été je suis un peu repassée de l'autre côté, en fait. Avec un éclair. J'ai mangé un éclair en me disant, maintenant c'est fini, t'arrêtes. Ton fils va bien, il est exceptionnel à tout point de vue. Tu manges et t'arrêtes. Et tu vas le nourrir et tout. Et je pense que ça a cristallisé quelque chose. Je me suis accrochée à cet allaitement parce que j'ai l'impression que c'est le truc qui m'a fait revenir un petit peu, voilà. Et je suis convaincue que si j'ai allaité Giulio 3 ans, c'est lié à cet épisode de ce début de vie. J'en suis convaincue. Ouais, parce que ça t'a donné une espèce de motivation, d'objectif de maintenir cet allaitement. Après, ça roulait. Là, ça a été de mieux en mieux. On est arrivé à 6 mois. On peut arrêter, mais pourquoi arrêter, en fait? Pour moi, c'était pas un sujet. Alors, évidemment, pour le coup, après, je me suis beaucoup documentée sur l'allaitement. Je suis allée aux réunions de la Leche League. Et puis, je suis tombée avec des réunions avec des conseillères, des mamans qui expliquent, en fait, on peut arrêter, mais pourquoi allaiter si on peut se permettre de continuer? Et en fait, je me dis, oui, en fait... Et c'était très étonnant parce que moi, je suis chanteuse, je suis très auto-centrée, comme tous les artistes, tous les chanteurs en particulier. J'ai un boulot de princesse. Donc, ma vie, c'était... je l'assume complètement, le côté talons, grosses lunettes de pétasse. Je fais toujours avec grosses lunettes de pétasse, ça fait rire tout le monde, mais très centrée sur moi. Donc, mes copines, c'était non, mais quand tu auras un bébé, il faut absolument que tu reprennes ta vie tout de suite. Il n'est pas question que tout tourne autour de l'enfant, il va se mettre à ton rythme. Et je me suis dit, sans doute que je ferai ça. Et en fait, je suis tombée, mais complètement dans l'autre partie de la maternité. J'ai fait du portage, j'ai fait du cododo, j'ai dormi avec lui, j'ai allaité 23 ans. Enfin, et ça ne m'a pas empêché de cultiver mon côté diva complètement. Ouais. Tu peux toujours mettre des lunettes de pétasse en allaitant 3 ans, ça marche je l'assume complètement. Et c'est pas incompatible, en fait, avec un allaitement bien sûr. long, un allaitement non écourté, comme on l'appelle, comme on veut. T'as pris le contre-pied, en tout cas, de ces injonctions qu'on t'avait données avant grossesse, faudra que tu fasses ça. Oui. Mes copines étaient convaincues de ça. Et en fait, je me suis vraiment... j'ai trouvé tellement de satisfaction et d'épanouissement à être avec lui, à profiter. À l'époque, j'étais encore intermittente du spectacle, donc j'ai vraiment profité. Il est rentré à la crèche. Pour le coup, il a quand même été à la crèche. Il avait 8 mois. Et avant ça, j'ai un peu joué avec des petits babysitters, machin truc, quand j'avais besoin. Puis il est rentré à la crèche, j'ai tiré mon lait quand il était à la crèche. Ouais. Donc j'étais un peu l'ovni. Ouais, donc après, il se mettait soit bib, soit le sein, en fonction de où est-ce qu'il était. Hyper adaptable. Hyper adaptable. Et puis ça s'est fait comme ça. Et puis et ça a continué. Bon, évidemment, l'allaitement a pris un second plan. Il était diversifié. C'était plus un sujet par rapport aux protéines. Il mangeait tout à fait... Oui, parce qu'en fait, cette maladie de démarrage est un non-sujet dans votre vie complètement anecdotique, aujourd'hui. Et ça n'a pas participé au fait que tu allaites 3 ans, tu vois. Tu te dis, il n'y avait pas un truc en fond de parce qu'il a ce truc-là, c'est quand même mieux. Ça. Mais par contre, si l'allaitement a pris une telle place dans ma vie à ce moment-là, c'est lié à ça, j'en suis sûre. Okay. Je pense que s'il n'y avait pas eu cet épisode, j'aurais sans doute allaité 6 mois et puis j'aurais fait ce que font plein de gens, c'est-à-dire j'aurais fait un truc mixte et puis il n'y avait pas de raison que je me complique la vie à tirer mon lait alors qu'il allait à la crèche. J'aurais fait, voilà. Et là, ça avait pris de l'importance. Et là, ça avait pris de l'importance et ça devenait, avec ce que ça implique, c'est-à-dire le côté t'allaites, c'est magnifique, t'allaites 3 mois comme t'es courageuse, t'allaites 6 mois, t'es une déesse, t'allaites 6 mois et 3 jours, t'es folle, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Ça bascule. Je folle.
voilà, quand j'en parlais à l'opéra, on était à table. Mais il a quel âge ton fils? Il a 8 mois et demi. Mais tu l'allaites encore? Mais c'est quoi cette idée? Enfin, on me connaît un peu, j'ai beaucoup de personnalité. Donc, on sait que les gens savent que c'était pas un problème. Je pouvais tout à fait en parler et expliquer mon point de vue avec les gens qui sont capables de l'entendre. Puis il y a des gens, on peut leur expliquer ce qu'on veut. De toute façon, c'est des gens, ils comprendront jamais, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais j'ai jamais eu aucun problème à en parler de manière tout à fait naturelle, quoi. Ok, très bien. Donc du coup, elle était 3 ans. Elle était presque 3 ans. Tu m'as dit, il a quel âge aujourd'hui? Il a 7 ans. Il a 7 ans, ok. Et donc, si ça peut rassurer les mamans qui veulent allaiter ou qui ont cette idée, quand on fait des enfants, quand on veut allaiter longtemps, on en fait des enfants qui sont collés à leur maman, parce que c'est un peu ce qui revient. Tu vas en faire un fils à maman qui va être collé à toi tout le temps. Et en fait, non. Pas du tout. Alors, j'avais ce doute. Par contre, ce dont je me souviens, que j'ai pas eu avec ma deuxième grossesse, qui se trouve être une grossesse gémellaire, mais j'allaitais au moins la première année, voire plus, avec toujours ce truc, j'allaite longtemps, mais j'ai quand même un petit doute. Est-ce que quand même, ce que je fais, c'est bien? Est-ce que quand même, ce que les gens me disent, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce que avec cette culpabilité, ce doute, donc je cherchais des infos, le bébé allaitait longtemps, et puis entre-temps, j'avais les réunions de la Leche League auxquelles j'allais quand je pouvais, voilà. Je discutais avec des mamans, donc ça me rassurait. S'il y avait une chose que je me suis dit quand, après, mon fils a grandi, que je l'allaitais plus, c'est si un jour, moi, j'étais pas du tout dans l'optique de faire un deuxième enfant, si un jour j'ai un deuxième enfant, je referai tout pareil, mais par contre, je vais kiffer ce que je fais. Je vais pas me poser de questions. Aucune culpabilité. J'assumerai encore plus que là, tout ce que j'ai fait. Et je ne me préoccuperai pas de ce qu'on pense. Voilà, je sais ce que je fais, je sais ce qui est bon, je sais que c'est ça qui me correspond. Et je le referai, mais en profitant encore tu plus. partais quand même du prérequis de il faut pas rester collé à son bébé, il faut reprendre sa vie normale, etc. À un allaitement de 3 ans. Donc c'est normal qu'entre les deux, il y ait eu un cheminement. Quelques doutes, voilà, un peu de cheminement. Et donc ça n'aura pas été pareil pour ta deuxième grossesse. Raconte-nous combien de temps après elle arrive cette grossesse? Parce que tu as un bébé qui s'est sevré, enfin un enfant du coup qui s'est sevré naturellement, c'est ça? Un petit sevrage un peu induit, en fait, parce que je pense qu'il aurait bien continué. J'ai passé le concours quand j'ai été titularisée. Et quand on travaille à l'opéra, on a un quotidien de princesse, c'est une réalité. Enfin, j'ai un boulot de rêve. C'est vraiment, je suis sur scène, j'ai des robes, des costumes, des maquillages. Enfin, c'est vraiment un boulot de princesse. Le seul revers, c'est qu'on n'a aucune main sur nos jours de repos, voilà, aucun RTT. On a des jours off qui sont imposés. On a notre planning de l'année. Ouais. Et rien n'est négociable. D'accord. Donc, je vais pas dire presque tous les week-ends, mais là, on vient de partir en week-end. C'était notre premier week-end. Il y a eu tous les ponts. On peut être sûr que quand il y a des grands week-ends de 3-4 jours avec des ponts où tout le monde part en week-end, moi, je travaille au moins une fois sur le week-end, ou le vendredi ou le dimanche après-midi. Donc, tous les week-ends sont foirés. Donc, pour mon mari qui travaille beaucoup, mais qui est sur des horaires un peu plus classiques, forcément, c'est un peu compliqué parce que chaque fois, il regarde mon planning quand je le reçois. Il me dit, mais comme d'habitude, c'est l'enfer. On peut rien faire. Ouais. Et là, pour la première fois, c'était vraiment la toute première fois, je venais de passer le concours. Il avait l'opportunité de partir 5 jours à Rome. Et c'est la première fois, parce qu'évidemment, ayant allaité Giulio un temps certain, on l'a jamais forcément laissé aux grands-parents. Enfin, ma maman est venue le garder. Ma maman est en Belgique. Elle était venue le garder une fois 48 heures parce que j'avais un contrat et je partais. Mais sinon, forcément, il était avec nous tout le temps. Et là, il m'a dit, je vais partir tout seul à Rome. Tu travailles. De toute façon, maintenant que tu es rentré à l'opéra, ça va être un petit peu, il va falloir prendre le rythme, que je fasse les choses tout seul avec lui parce que toi, tu travailles, sinon on ne fera jamais rien. Et je trouvais que c'était une très bonne idée. C'était en novembre. Giulio allait avoir 3 ans en janvier. Et il est parti. Et en fait, on a profité de ce moment. C'était la première fois qu'il allait être sans moi pendant quelques jours. On a profité de ce moment pour induire le sevrage. Okay. Et ça s'est fait, mais ça n'a pas été un sujet. Ouais. Il est passé 5 jours là-bas. Il a eu le déclic là-bas de parler italien, parce qu'il est bilingue, mais il comprenait tout et il baragouinait un peu, mais il ne parlait pas. Il a passé 5 jours là-bas sans maman qui parlait français avec lui. Donc, il a eu un déclic au niveau de la langue. Donc, il parlait hyper bien quand il est revenu. Et on est rentré. Il est revenu vers moi du lait. Je dis, maintenant, t'es grand, tu vas bientôt aller à l'école. T'as vu, t'es allé à Rome, maman n'était pas là, ça s'est bien passé. Et en fait, ça n'a pas été un sujet. Ok. Ça s'est fait, mais et j'en ai parlé à ma pédiatre qui a allaité ses enfants très longtemps. C'est pour ça que je l'avais choisi d'ailleurs. Et elle m'a dit, si ça s'est fait comme ça, c'est qu'il était archi prêt. Oui, c'est qu'il était prêt, tout à fait. Et en tout cas, non sujet, tout en douceur. Tout en douceur, et voilà. Une petite induction, mais ma foi, il était plutôt d'accord. Absolument. Ok, donc combien de temps après arrive cette deuxième grossesse qui n'était pas voulue? Moi, au départ, moi, je ne voulais qu'un enfant. D'accord. Et mon fils est tellement, le truc bateau, génial. exceptionnel, bien sûr, il me comble complètement. Et puis surtout, alors la phrase qui fait rire tout le monde quand je la dis, mais il y a un petit peu de vrai, même si c'est un petit peu de la provocation, il est tellement
réussi que faire un deuxième. T'avais peur qu'il soit moins bien. Il sera forcément moins bien. C'était une certitude. Il pourra jamais se hisser à la hauteur de la perfection de mon fils. N'importe quoi. Donc, et puis il y a de la famille italienne de l'autre côté. Ça arrange pas les choses. Avec un premier garçon, je connais ça. Voilà. Et donc, mon mari voulait, mais il ne mettait pas la pression. Donc, il respectait vraiment, il en parlait, mais voilà. Moi, j'ai eu Giulio déjà tard, puisque je l'ai eu, j'avais 36 ans de mémoire. Oui, ça doit être ça. Et donc, Giulio a commencé à en parler aussi. Donc, il avait 3 ans et demi, il voyait des petits frères, petites sœurs à l'école, machin, il m'en parlait. Et c'est ça, comme toujours, c'est un petit peu le fait que mon fils en parle. Voilà. Je venais de rentrer à l'opéra, donc c'est quand même, t'es en CDI, quand t'es artiste, c'est des boulots quand même en or. Je me suis dit, bon, je vais avoir 40 ans, c'est le moment. Je viens de rentrer, l'âge que j'ai, c'est quand même... Ouais, tu t'es dit, c'est là ou c'est pas du tout. C'est là où ce sera pas, en fait. Donc, j'avais un stérilet, j'ai fait enlever mon stérilet. Alors, ma gynéco, que j'adore, qui me dit, bon, 40 ans, ça aurait quand même été peut-être cool de se réveiller un peu plus tôt, mais enfin, on va pas partir perdant. On va quand même faire des petits examens pour vérifier les réserves ovariennes. Elle regarde, on fait des examens, elle dit, bon, ça va. Elle dit, on voit que vous avez 40 ans, mais il y a ce qu'il faut. Si vraiment ça ne... Prenez pas, on se laisse 6 mois, d'ici janvier, machin. Donc ça, c'était en mai, et je tombe enceinte en juin. Archi fertile, manifestement, ça... Pareil, j'ai ma petite frère, mon mari a éternué, et je suis tombée enceinte de jumelles. Quoi. Parce que là, je savais pas encore que c'était des jumelles, mais... Donc j'étais enceinte le premier mois, très heureuse, parce que là, pour le coup, ça avait fait son chemin. Je suis tombée enceinte vite, je me dis, c'est écrit, ça veut dire on va avoir un deuxième bébé, ça va être super. Je m'étais déjà tout de suite renseignée, pour le coup, maintenant on habite vers le bois de Vincennes, donc je m'étais dit, j'accoucherai peut-être en maison de naissance, parce que j'étais sensibilisée à ça. Tu te dis que tu vas allaiter cette fois-ci aussi ? C'est évident. C'est une certitude. Je me dis que je n'aurai pas de poussette. Je veux ne faire que du portage, parce que j'ai découvert aussi le portage avec Giulio, un petit peu sur le tard. Il avait déjà... plus de 6 mois quand vraiment j'ai commencé à porter un petit peu, mais je m'étais dit, mais en fait, c'est tellement la vie, le portage. Tu te dis exactement ce que tu t'étais dit pour Giulio, c'est-à-dire que là, tu repars sur le même type d'histoire. Par contre, cette fois-ci, tu vas kiffer. Voilà, comme tu dis. C'est ça. C'est vraiment... je suis tombée enceinte tout de suite, ça se passe bien. J'ai appris ma grossesse, j'étais en Belgique, chez ma maman avec Giulio. Donc, tout de suite, j'appelle mon mari, je lui explique. Il hallucinait que ça a été si vite. Je dis, c'est top. On partait en Italie tout le mois d'août, comme on part toujours en Italie tout le mois d'août à la plage. Et donc, j'appelle ma gynéco, elle me dit, super, comme quoi, on ne donne pas tous égaux par rapport à ça, c'est très bien. Par contre, faites quand même une petite échographie en Italie, sous-entendu de datation, mais surtout pour vérifier que c'est une grossesse évolutive. Ma gynéco qui est quand même au top, elle me dit, ça va peut-être pas marcher, machin, puis après elle me dit, c'est peut-être pas évolutif, enfin. Je lui en veux pas, pour le coup, c'est leur côté médical. Voilà, c'est le côté médical. Ils veulent vérifier que tout va bien. Tout va bien. Faites une petite, voilà. Donc, on arrive à la plage, on annonce quand même, je pense, à la famille de mon mari que j'étais enceinte. Donc, eux, très surpris parce qu'ils pensaient qu'on n'aurait que Giulio, mais très heureux. Et donc, on trouve un petit laboratoire. Mais alors, le truc, et un truc m'effleure, je me dis, bon, peut-être, il y a peut-être pas de bébé. Enfin, je sais pas, ça me traverse l'esprit et je me dis, bon, si ça m'arrive, ça ne m'est jamais arrivé. Voilà, ça ne m'est jamais arrivé. Mais si ça m'arrive, évidemment que ça va être une épreuve. Mais je sais que ça marche très bien, manifestement, malgré mon âge. Objectivement, ouais. Donc, on s'y remettra et tout. Et ça ne m'effleure pas un seul instant que je puisse avoir deux bébés dans le ventre. On avait déjà parlé avec des copines qui avaient eu des jumeaux, machin. Et je m'étais dit, si ça devait m'arriver, mais ce serait... terrible. Je veux pas. Je veux pas. Et encore plus après avoir eu un premier enfant. Quand on n'a pas d'enfant, il y a plein de gens... Et qu'on hésitait à en faire un deuxième. Voilà, il y a plein de gens qui se disent... quand je voudrais tellement avoir des jumeaux. Quand ils ont le premier, en général, ils disent plus ça après. Parce que quand on n'a pas d'enfant, on n'a pas de référentiel. Quand on a un, tu sais ce que c'est d'avoir un enfant, ce que ça change dans ta vie. Et après, pour le coup, faire un deuxième et se dire avec des jumeaux, c'est chaud quand même. C'est passer de 3 à 5. Voilà. Et donc, comment tu réagis alors ? Tu vas à l'échographie ? Alors, on va à l'échographie. Et je me dis juste, bon, s'il n'y a plus de bébé, voilà. On s'installe avec 2 médecins italiens. Donc, je parle italien. Donc, voilà. Ils me mettent le truc. Ils n'ont pas le temps, en fait. Je l'ai vu tout de suite. Ils ont passé le truc. J'ai mis mes mains sur la bouche de panique. T'as vu, toi ? J'ai vu qu'il y avait 2 poches tout de suite. Il m'a dit, bon, comme vous voyez, il y a 2 poches. Moi, panique à bord. Alors, il regarde. Alors, il dit, j'étais enceinte de 5 semaines. C'était vraiment tout. Alors, il trouve les cœurs tout de suite. Enfin, il trouve le premier cœur. Et même, je me dis peut-être que même dans la deuxième poche, c'est vide. Alors, il cherche un peu. Et je reste en apnée. Et il voit le deuxième cœur immédiatement. Et il me dit, bon, il y en a 2. Les cœurs battent tous les 2. Alors, moi, je sais. Je pense un petit peu pareil que quand on y a diagnostiqué mon fils, quoi. Ouais, alors, tu t'es dit, c'est la catastrophe. Et en fait, la première chose que je me suis dit, c'est tous les projets que j'ai pour cette deuxième grossesse, c'est terminé. Je peux faire une croix sur tout.
Ok. Et je sais que C'était ça qui prédominait, c'est-à-dire ça va pas être l'expérience que j'avais imaginée. Ça fait 6 mois que je suis rentrée à l'Opéra de Paris. Je vais devoir annoncer que je suis enceinte et que ces 2, je vais devoir arrêter de chanter pendant peut-être faire une pause, prendre un congé parental. J'aurai une césarienne. Je pourrais pas porter. On venait d'acheter un appartement, on venait de faire plein de travaux, on doit revendre l'appart. Enfin, catastrophe absolue. Et je sors, j'appelle ma maman qui était à Paris, je lui avais prêté mon appart, elle venait avec des amis. Elle savait que j'avais l'échographie, donc elle me dit tu m'appelles tout de suite et tout. Et je sais que je l'appelle et je pleurais, j'arrivais tellement pas à parler qu'en fait elle met sa main et elle dit à son amie je crois qu'elle a fait une fausse couche. Oui, bah oui, c'est le et en premier fait truc auquel j'explique, tu je dis penses. non maman, il y en a 2 et je veux pas, j'arriverai pas, c'est impossible qu'il y ait 2 bébés, tu te rends pas compte. Enfin tu vois la vie qu'on a, on n'a aucune famille ici parce que mon mari est italien, ma maman est en pas Belgique, de relais. on n'a aucun relais. Tu vois la vie de professionnel qu'on a, moi je travaille le soir, enfin c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Elle me dit mais si, on va trouver, voilà. Ouais, tu paniques. Total. Panique à bord. Je remets mes lunettes de pétasse, puisque j'en avais une collection de dingue. J'arrive à la plage. Ma belle-sœur était avec Giulio à la plage. Et elle me voit arriver avec mes lunettes et elle me fait un signe de la plage. Et elle voit mes yeux. Et tout de suite, elle donne Giulio à son grand-père. Pareil, elle a et elle monte, elle vient. Je m'effondre. Je lui explique ce qui se passe. Et donc, c'était le choc, évidemment, pour tout le monde. Et j'ai pleuré pendant un petit bout de temps. Je suis manifestement une pleureuse. Je pense qu'on peut dire que je suis une pleureuse de base. Okay. Enfin, c'est quand même une nouvelle qu'il faut intégrer, quoi. Enfin... Voilà. Et donc, j'ai eu droit, j'ai pleuré un moment, j'ai appelé des amis, voilà. Puis j'ai eu droit au bout de 48 heures. C'était pas méchant, mais ça va maintenant. Maintenant, il faut que tu digères. Il faut que passe à autre chose. De toute façon, t'as pas le choix. Il y en a 2, c'est comme ça. C'est un cadeau. C'est la phrase pense aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Oui, mais moi, ça marche pas. J'avais envie de hurler. Les gens, ils te disent ça, mais ça change rien à leur vie. Après, ils prennent leur vie. Nous, ça change. C'était tout qui était... Oui, et puis on ne peut pas comparer comme ça de situation, en fait. Là, à l'instant T, pour toi, c'est très difficile à intégrer. Pour moi, c'était impensable. Donc, très vite, j'ai eu le réflexe classique des réseaux sociaux. J'ai cherché des informations. J'étais sur la plage. J'essayais de m'isoler un petit peu pour pas que Giulio me voie pleurer, parce qu'il n'était pas au courant de la grossesse, évidemment, puisque c'était le début. Et puis, j'ai commencé à me documenter. Et en fait, j'ai tout de suite compris que la réaction que j'avais était très normale. Ouais, classique. Que tous les parents à qui on annonce ça, même les parents, pour le coup, qui ont un parcours d'accompagnement à la grossesse, même en étant préparés, ils ont cette c'est réaction. fréquent. C'est très fréquent. Très fréquent. Donc, pour le coup, j'étais pas folle et j'étais pas anormale d'avoir ça. Et ça a duré un petit peu. Et puis, en fait, j'ai trouvé des infos sur l'allaitement de multiples. Du coup, tu as commencé à te renseigner sur comment mes projets initiaux vont pouvoir être menés à bien. Et donc, c'est possible. C'est pas forcément fréquent, c'est pas forcément simple, mais en tout cas, ça se fait tout à fait. Ça t'a rassurée ? Ça m'a rassurée. Ça prenait quelle part l'allaitement dans cette panique-là du postpartum et de ces projets qui n'allaient pas pouvoir être menés à bien ? De voir déjà que c'était possible, même si c'était compliqué, c'était un phare dans la nuit, quoi. C'était pour moi, ok, c'est possible. De toute façon, de base, et c'est ma personnalité, si c'est possible, que ce soit difficile n'est pas un sujet. J'y arriverai et je le ferai de toute façon, quel qu'en soit le prix, en fait. Ouais, donc là, tu pars sur cette idée-là. Il y en a qui le font, moi aussi, je vais y arriver, voilà. c'est certain. On peut aller à terme, on peut faire un accouchement voix basse, je le ferai, et je l'ai fait. J'ai été à terme, ce qui est très rare pour T'as allaité ? J'ai allaité, j'ai accouché au Bluet, parce que j'étais inscrite au Bluet. Je ne savais pas encore si ce serait maison de naissance. Je m'étais inscrite au Bluet. On peut accoucher au Bluet. C'était mon deuxième enfant. Il y a les 2 conditions, c'est qu'on ait déjà eu un enfant avant les jumeaux et que ce soit une grossesse bibi. Parce qu'il y a 3 types de grossesse gémellaire. Oui. Il y a mono-bi et bibi. Donc, ce qui correspond à un placenta et une poche, chaque enfant, ce qui était mon cas, qui sont les grossesses gémellaires les moins risquées. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas d'histoire on appelle ça de syndrome transfuseur-transfusé, où ils partagent le même placenta et que certains prennent un peu toute la bouffe, entre guillemets, de l'autre. Donc, quand il y a 2 poches, ils sont indépendants. Voilà. Donc, au Bluet, ils acceptaient uniquement les grossesses bibi de jumeaux et les grossesses où c'est pas ton premier. Ce qui était mon cas. Donc, dès que je suis rentrée, évidemment, je les ai contactés et c'était bon. Ils m'ont dit, par contre, vous aurez un suivi médical et pas sage-femme. Alors qu'au Bluet, on est suivi que par des sages-femmes. J'avais un médecin qui m'a suivi. Donc, voilà, j'ai fait toutes ces démarches pendant ces vacances en Italie. Pour tout de suite, alors j'étais sur les poussettes, sur les trucs pragmatiques, mais en même temps aussi sur les choses, quelle maman est-ce que je vais être pour des jumeaux. À quel moment tu te rassures, du coup, à quel moment cette grossesse peut se lancer et que tu te dis ça va le faire ? Se lance quand je rentre. Alors, je contacte ma gynéco, je lui explique la situation. Alors elle me dit, vous allez tout de suite aller refaire une échographie, vous expliquez la situation, elle va vous prendre entre 2 patients, que c'est une grossesse gémellaire, que vous avez beaucoup de mal à intégrer les choses, et voilà. Et donc je suis rentrée, je pense le lendemain, je suis allée seule à l'échographie, avant de reprendre l'opéra. Et je les ai vus.
l'espèce d'échographie magique qu'on a, la toute première. Et en fait, j'ai vu Giulio en petit. Enfin, j'ai reconnu le profil de Giulio. Et tu t'es dit, Tout de suite, parfaite. là, il y a eu une espèce de... voilà, déjà, je me suis... il y a eu une détente. J'avais l'impression d'être en apnée depuis 3 semaines. Et là, je me suis détendue. Et elle m'a dit, alors, je sais pas, est-ce que vous voulez connaître le sexe des bébés ou pas? C'était hyper tôt. Elle dit, si vous voulez, je peux vous dire pour un des 2 bébés avec une quasi-certitude. L'autre, je préfère pas m'avancer. Et elle me dit, en tout cas, il y a une petite fille. Et je pense que, évidemment, j'avais un garçon, on va pas se mentir. Évidemment que je voulais une fille. Truc bateau, mais il faut le dire. Et donc, le fait de savoir qu'il y avait au moins une fille, parce que j'avais une collègue à l'opéra qui a été dans le même cas, qui avait un garçon et qui a eu 2 garçons après. Et je l'avais contactée en vacances, j'ai dit, il faut absolument qu'on se voit dès la rentrée à l'opéra, le premier jour, la première répétition, il faut que je te parle de quelque chose. Et donc, évidemment, c'est la première personne à qui je l'ai dit à l'opéra, parce qu'elle avait vécu ça quelques années avant. Et je m'étais dit, mais si en plus je vais avoir 2 garçons, enfin, y a rien. J'aurais sûrement été très contente d'avoir 3 garçons au final, évidemment. Mais là, je pense que j'avais besoin de... Sans rajouter une couche sur l'angoisse. Rajouter une petite couche, soyons clairs. Donc là, le fait que ce soit qu'il y avait au moins une fille, c'était voilà, je suis sortie, je suis allée acheter 2 petits pyjamas. J'ai pris 2 petits pyjamas blancs, mais je pense que j'ai investi la grossesse à ce moment-là. Et après, ça n'a été que j'ai eu une grossesse de rêve. Ça a été une grossesse sympa. La même chose que ma grossesse à terme. Simple. Je suis allée à terme. Et tu as accouché par voie basse. Et j'ai accouché par voie basse à 38+1. J'ai été déclenchée parce que je voulais absolument que ce soit le médecin qui me suivait qui m'accouche. J'aurais encore pu tenir, je pense, un peu. Mais j'ai quand même fait une amniosynthèse parce que mes bébés étaient petits. Donc moi, j'ai su entre-temps que c'était au final 2 filles. Mais on a gardé le secret. Il n'y avait que mon mari et moi qui savions que c'était 2 filles. On n'a rien dit. Et j'ai fait une amniosynthèse parce qu'elles étaient petites. Alors pareil, on a fait le truc génétique, machin. On a été reçus par les médecins. Ils n'étaient pas du tout inquiets, mais ils sont obligés de nous expliquer que ça peut être aussi une maladie très rare, machin. Et évidemment, je me suis retrouvée dans le même état d'esprit. T'as paniqué là. Ah, mais complètement, absolu. Donc, j'ai dit, moi, je ne peux pas vivre ma grossesse jusqu'au bout avec cette mini épée de Damoclès. Je préfère faire une amniosynthèse. D'où l'amniosynthèse. Okay. Et pour le coup, j'avais aucune crainte du risque sur l'amniosynthèse. Le lendemain, j'étais à l'opéra. C'était ça qui allait te rassurer. Oui, j'avais besoin d'être rassurée de ça. Et après, elles sont toujours hors cours aujourd'hui. C'est toujours des mini-perfections, des petites poupées parfaites, mais elles sont toutes petites, en fait. Ok. Donc, elles arrivent. Comment tu t'es préparée à cet allaitement-là, du coup? Alors, je me suis un petit peu documentée. Je sais que j'ai pas tant que ça. J'ai vu la conseillère en lactation des Bluets. Donc, évidemment, j'ai expliqué que je tenais beaucoup à cet allaitement. Donc, on a discuté, machin truc. Et elle m'a dit à la fin cette phrase qui m'a fait tenir, mais qui finalement n'était pas vraie. Elle m'a dit, si vous n'arrivez pas à allaiter vos jumelles en l'occurrence, personne n'y arrivera jamais. Parce que vous êtes tellement motivé, documenté, vous avez tellement toutes les cartes en main pour réussir votre allaitement, ça va marcher, c'est une certitude. C'était pour te motiver. Voilà, alors je me suis raccrochée à ça. Par contre, ça t'a mis un peu de pression, non? Ça m'a pas mis de la pression, ça m'a motivée. Je me suis accrochée à ça. Mais par contre, c'était pas vrai. C'est pas parce que j'avais allaité, parce que ça n'a rien à voir. Allaiter 2 bébés ou allaiter un, c'est une galaxie. Non, et puis on a beau avoir une motivation d'enfer, il y a aussi d'autres éléments qui entrent en compte et qui parfois mettent à mal un projet. Et ce qui s'est passé, parce que ce n'est quand même pas anodin dans l'histoire, c'est que j'ai accouché, il faut quand même le dire parce que c'est important, le 5 mars 2020, donc à une semaine du premier confinement, qui n'était pas du tout prévu. Donc moi, j'avais mis en place tout ce que je pouvais en amont, pas que pour l'allaitement, mais pour le fait que c'était des jumeaux. Donc je m'étais renseignée pour les TISF parce qu'on a droit à avoir une aide pour le ménage, pour le grand, pour tout ça. Ma voisine qui est au-dessus, qui est une très bonne amie, m'avait dit j'emmènerai Giulio à l'école le matin, ça vous évitera de sortir. Ma meilleure amie, qui est la mère de Giulio, m'a dit je prendrai Giulio les week-ends, on t'amènera à manger. Ouais, t'avais prévu ton coup j'avais tout mis avoir en place. L'espace pour les ma maman était venue 6 semaines pour toute ma fin de grossesse pour être avec moi, pour emmener Giulio à l'école le matin, pareil, pour pas que je doive trop bouger, malgré que j'étais en forme. Mais voilà, elle m'avait dit comme ça, je suis là, je resterai jusqu'à l'accouchement. Je rentrerai en Belgique. Et on parlait du confinement. Elle m'a dit, bon, je rentre en Belgique une petite semaine, 15 jours, voir si tout va bien à la maison. Et je reviens. Elle est partie le lundi. Et elle n'est pas revenue. Le jour du confinement, elle n'a plus pu revenir. Bah oui. Giulio devait aller à l'école. Il était à la maison. Ce qui était très positif pour le coup, parce qu'il a été très impliqué dans les premières semaines avec les bébés. Oui, mais sur le moment, en fait, c'était tous tes plans que tu avais mis en place pour que ça se passe bien. Tout s'effondrait. Tout ce que tu avais mis en place pour calmer tes angoisses de ça va pas se passer comme je voulais a été mis à plat. Complètement. Donc tout de suite, moi je voulais aussi absolument un accouchement à voix basse, ça faisait partie vraiment de mon projet, parce que pour mettre toutes les chances de mon côté par rapport à cet allaitement. C'était par rapport à l'allaitement, l'accouchement à voix basse? Ah oui. Je savais qu'une césarienne, pour le coup, ça compliquait les choses. Déjà, j'en avais 2, donc ça allait déjà être plus compliqué. Donc mon médecin a été au top. Elle m'avait dit, je vais tout faire. J'avais demandé les avoir sur moi, qu'on ne soit pas séparés, à moins évidemment de... Parce qu'elle m'avait dit, la seule contrainte, c'est le poids.
Et elle avait la crainte de ça parce qu'elles étaient comme petites. elles étaient petites. Elle dit, de toute façon, le protocole, et là, je ne pourrais pas aller contre, si elles font moins de 2 kilos, elles partent à trousseau immédiatement en néonate. Et en fait, donc, c'est Romy qui est sortie en premier. J'avais Romy sur moi, sur mon ventre, pendant que... Parce que l'autre sortait. En accouchement de voix basse, c'est le médecin qui va chercher le deuxième bébé. C'est, le premier bébé sort tout à fait comme un accouchement d'un enfant seul. Classique. Et le deuxième bébé, c'est pas du tout la maman qui... Enfin, je pousse, mais c'est le médecin qui va le récupérer à la main. Parce que le bébé remonte. À partir du moment où le premier bébé est sorti, l'autre a toute la place. Donc, évidemment, il remonte. Il faut aller le choper et puis l'accompagner. Voilà. Donc, et là, pour le coup, c'est assez impressionnant. Donc, j'avais une péridurale qui était obligatoire. Enfin, obligatoire. Plus conseillée pour cette manœuvre, en fait. Elle a dit, je pense que dans l'absolu, vous pourriez le faire sans péridurale, même si j'avais jamais fait, mais j'avais envie de me préparer. Elle a dit... Je vous déconseille parce qu'elle dit vivre un accouchement sans péridurale, c'est fabuleux, mais vivre une manipulation avec la main d'un médecin, moins fabuleux. ça n'a rien de fabuleux en fait. Donc s'imposer ces douleurs-là, parce que là pour le coup je me sentais, malgré la péridurale, je sentais beaucoup. C'était une péridurale micro-dosée, donc j'ai quand même bien senti mes bébés qui naissaient malgré la péridurale. Mais je pense que c'était bien que je l'ai. Okay. J'ai fait confiance au médecin et tout. Et donc, je voulais pas du tout qu'on soit séparés et on n'a pas été séparés. Mila, qui était la deuxième à sortir, elle a été ça a été un peu vite pour elle. Donc, en fait, j'avais remis sur moi, ils ont sorti Mila et j'avais 15 personnes dans la salle, évidemment. Tout est doublé, toutes les équipes sont doublées pour des jumeaux. Et en fait, le médecin, moi, je voulais la prendre et la garder avec le cordon et tout. Et le pédiatre a dit non, je veux l'avoir tout de suite. Donc, ils ont pris, elle est allée juste derrière sur une petite table et mon mari l'a accompagnée. Ils lui ont mis le masque pendant 10 secondes, je pense, pour un peu qu'elle revienne à elle. Je pense qu'elle était un peu sonnée. Puis je l'ai eu sur moi aussi tout de suite après. Okay. Et puis on n'a pas été séparés du tout après. T'as pu les mettre au sein tout de suite ? Je les ai mis au sein pratiquement tout de suite. Et puis là, donc, gros défi essayer de les mettre... ça, c'est un conseil vraiment pour les jumeaux. Alors, c'est compliqué dès le départ de les mettre le plus possible et le plus vite possible ensemble au sein. C'est-à-dire toutes les deux ensemble. Là, c'est la fête parce que seul, même si on est deux, il faut installer. On installe. Elle était toute petite, donc finalement, Romy faisait 2,374 kg. Mila faisait 2,150 kg. D'accord. Tout petit peu plus petite, mais il n'y avait aucune raison qu'elles partent en néonate. Elles étaient avec moi. Et donc, des bébés qui étaient hyper bien. Ça se sentait tout de suite. Super. C'était pas du tout un sujet. Mais par contre, des petits bébés qui se fatiguent vite, des bébés qui se décrochent vite. Ah oui, et puis 38 semaines, en fait. Voilà, on en installe un, on est content. Puis mon mari me donne l'autre. Le temps que j'essaye de l'aider à Anna, l'autre se décroche et puis il faut tout recommencer. Et en fait, très vite, moi, j'arrivais pas à gérer ça. Du tout. Je savais qu'il fallait essayer de le faire. Donc, j'y arrivais quand les puéricultrices m'aidaient. Il y en a qui avaient vraiment le truc de m'aider, de me les mettre dans la bonne position. Pourquoi absolument te les mettre les deux en même temps ? Pour pas perdre de temps. Ah oui, d'accord, rapport au temps que ça allait te prendre. Et au final, je ne l'ai pas fait parce que j'y arrivais pas au début, mais ça a été... j'arrêtais 20 heures sur 24. Il y a un épisode expert qui soit sera sorti, soit va sortir juste avant ou après ton témoignage là. Donc, vous aurez ces infos-là de qu'est-ce qui est cool de faire, pas cool. Enfin, évidemment, il n'y a pas de règles, mais si vous allez les deux en même temps, nécessairement, ça va plus vite. Mais voilà, est-ce que c'est réalisable, quoi ? Moi, j'ai pas réussi au début. Alors, j'avais ce fameux coussin. Je l'avais pris, d'ailleurs, pour aller à la maternité, le My Breast Friend, je pense qu'il s'appelle. Un espèce de coussin spécial jumeau. Ah, d'accord. Donc, il en existe plusieurs modèles. On m'avait conseillé celui-là. Mais clairement, au début, j'y arrivais pas. D'accord. C'est un truc qui s'accroche dans le dos, assez rigide, un coussin un peu ferme. Et en fait, il faut les poser en position ballon de rugby. D'accord. Et, le bébé est sous le bras. Donc, et après, quand le premier est installé, faut installer le deuxième. On peut installer l'autre, sauf que voilà, tout de suite, elles avaient des bouches microscopiques. Elles sont décrochées tout de suite, en fait. Donc, c'était vraiment compliqué. Mais parfois, il y avait des moments où j'arrivais mieux à le faire quand les puéricultrices m'aidaient et tout. Ouais. J'étais très bien accompagnée après par le personnel des Bluets. Mais par contre, j'ai eu un gros... Moi, de toute façon, je vais au front sur tous les sujets avec le médecin, le pédiatre. Moi, je voulais accoucher au Bluet spécifiquement pour être aidée sur mon allaitement de jumeaux. J'étais la seule maman de jumeaux de toute la maternité. Donc, j'espérais quand même avoir un petit peu de... Par exemple, personne n'a pensé... Heureusement que j'ai pensé toute seule. Personne n'a pensé à prévoir pour moi un tire-lait. Je savais qu'il fallait que je stimule plus pour ma montée de lait. Et donc, le premier jour, je dis, mais est-ce que je pourrais avoir le tire-lait pour commencer à stimuler bien ? Parce que, évidemment, parce qu'elle fatiguait beaucoup, du coup, les petites. Voilà, elle fatiguait, donc je voulais stimuler au moins pour qu'elles n'aient pas besoin de pomper et que ça vienne un peu tout seul. Elle me dit, vous sortez dans le couloir et quand il y a un tire-lait qui est devant une porte, c'est qu'il est disponible. Je dis, mais je suis la seule maman de jumeaux de toute la maternité, c'est pas possible d'avoir... Ah bah non, on n'en a pas suffisamment. Donc, tout de suite, évidemment, j'ai appelé Grandir Nature et je me suis fait livrer un tire-lait. Et j'ai fait mon truc toute seule. Mais évidemment, ça n'a pas loupé, elles ont perdu du poids.
surtout Mila, qui est descendue en dessous des 2 kilos. Oui, alors qu'elles étaient déjà pas sur des gros poids, donc là, ça a dû affoler toute l'équipe. Alors voilà, le pédiatre, tout de suite est arrivé, il y regarde, alors 1,950 kg, vous la complétez au lait maternisé, machin. Et moi, j'étais là, je dis, mais je les allaite. Oui, mais allaiter des jumelles, vous pensez quand même pas que vous allez les allaiter en exclusif, c'est pas possible. Un vieux pédiatre, un peu ancienne école. Je dis, mais j'ai allaité mon grand 3 ans, donc oui, mais enfin, je vois pas ce que ça... C'est pas un problème qu'on les complète, continuez votre allaitement, mais on va les compléter, il faut qu'elles reprennent du poids. De toute façon, c'est le protocole. Ouais, en fait, vraiment le type de problème qu'on a en matière classique. Absolument, absolument. Et j'étais là, pour le coup, j'avais les larmes aux là, je me mordais les joues pour ne pas pleurer devant lui, je voulais pas lui montrer ça. Je dis, mais laissez-moi au moins vous montrer que je suis capable de le faire. Je veux dire, je vais les allaiter le plus possible. Et parce que là, en fait, ce que je faisais, c'est que je les allaitais, on essayait de tirer et on donnait ce que j'arrivais à tirer à la seringue. Ouais, c'est ça. Donc, c'était un truc. Alors, on donne à la seringue. C'est tout un truc, là, tu passes ta journée. Tout coulait à côté, parce que c'était toute petite. Donc, on essayait de ne pas perdre le précieux lait que j'arrivais à tirer. Et on perdait un petit peu, mais enfin, voilà. Donc, mon mari, voilà, une nuit, c'est ma maman qui est venue. C'était non-stop. C'était vraiment l'une et puis l'autre. Si j'arrivais pas à faire, c'était... Donc, mon mari restait avec une dans les bras pour pas que la poser, puis que ce soit la panique. Dans les bras, elle s'endormait un peu sur lui, parce que voilà. Moi, j'en faisais une, donc parfois ça pouvait durer 20 minutes, une demi-heure, tu vois bien les débuts. Et puis il la prenait, il l'endormait, moi je prenais l'autre, puis dès que j'avais fini, tire-lait. Et c'était parti, je tirais, dès que j'avais un peu de lait, seringue. Et on faisait ça, machin. Et donc j'étais là avec ce pédiatre qui me casse complètement. Et en fait, là, pour le coup, ce qui a sauvé un peu la situation, c'est qu'on a dû leur faire le Guthrie, et que évidemment c'était indiqué que Giulio était. Donc il dit, bon, il y a cette histoire on doit attendre les résultats. Bon, il dit, étant donné qu'il y a ça, on est obligé d'attendre les résultats, on ne va pas les compléter tout de suite parce qu'il est possible qu'il y ait besoin d'un lait particulier. Donc moi, j'ai fait genre, oui, peut-être qu'il y aura besoin d'un lait. J'ai joué un peu à la conne. Et il m'a dit, donc je vous laisse, on va vous laisser au moins jusqu'à demain et on verra ce que ça donne. Donc je suis sortie de là, je pleurais. J'arrive dans la chambre avec le lit, l'unique lit avec les deux dedans. Et je dis à mon mari, tu j'ai les filles, donne-moi le tire-lait, je les allaite plus. Pendant quelques heures, je tire. Je fais que tirer. Donc je tirais, il donnait. Je dis, on donne, fait les seringues. Tu voulais les gaver. Je voulais les gaver, clairement. Je voulais les gaver. Leur donner les compléments qu'ils allaient lui donner, en fait. Absolument. Leur donner. Et on arrive le lendemain. À la pesée, c'était une stagiaire. Parce que c'est dans l'espèce de salle où on donne les bains. Donc il y a plusieurs mamans en même temps. Machin. On fait les soins, les bains et machin. Et donc c'était une stagiaire. Et puis il y avait la responsable qui était là. Elle dit, alors les jumelles, tu pèses. Alors elle donne le poids. À mon avis, tu t'es trompée, repèse. Elle redit, pareil. Non, repèse. Bon, c'est bon, je vais le faire. Elle commence un peu à s'agacer. Elle dit, c'est pas possible, elle a pris 100 grammes en une nuit. C'est pas possible, un bébé de 2 kilos ne peut pas prendre 100 grammes en une nuit. Puis, ah si, elle a pris 100 grammes en une nuit. Je dis, j'espère qu'il va être là, l'autre. J'espère qu'il va venir, le pédiatre. Il arrive à ce moment-là, il rentre. Alors, les petites jumelles, est-ce qu'on grossit? Je me retourne, j'ai dit, elle a pris 100 grammes dans la nuit. Ah, ça va alors, maman est rassurée. Je dis, mais maman n'a jamais été inquiète. C'est vous maman qui fallait a toujours rassurer. su qu'elle allait y arriver, en fait. C'est vous qui aviez besoin d'être rassurée. Donc, il s'est un tout petit peu... Il a dit, oui, mais vous comprenez, c'est le protocole. Moi, je ne peux pas vous laisser sortir. Voilà. Même si vous avez allaité votre fille, je ne peux pas savoir que vous allez gérer le truc, surtout qu'elles sont 2. Voilà, c'est particulier. J'espère que vous êtes consciente de ce en quoi vous vous engagez. À allaiter des jumelles en exclusif, vous êtes parti pour un moment. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, vous n'êtes pas prêt de sortir de la maternité. Hein. Là, elles avaient 4 jours, ou 3 jours. Et vous êtes parti au moins pour 15 jours ici. On ne va pas vous laisser sortir là. Il faut qu'elles remontent. Et moi, je voyais le confinement se profiler. Julie parce que tout ça dans un contexte où ça s'agite, là. Mon fils est venu voir les filles une fois à la maternité. Il n'a plus pu venir après. C'était fini. Il était sur le parking. Donc tu ne le voyais pas, lui. Il est venu sur le parking. Et, mon mari est en voiture avec ma maman et Giulio un dimanche. Et ils font le tour des chambres. Alors, je viens prévenir vos familles, plus de visites à partir de maintenant. C'est pas à partir de tout à l'heure, c'est maintenant. Donc, s'il y a des gens, vous pouvez descendre avec les bébés dans le hall d'entrée. Et après, mais ils ne peuvent pas rentrer. Pareil, alors là, j'avais une écharpe, je ne savais même pas comment porter en écharpe. J'ai mis une écharpe un peu à l'arrache, je les ai mis toutes les deux dedans et je suis descendue à la vitre, en fait. J'étais dehors comme ça et je montrais. Donc, ma maman était derrière la vitre avec Giulio et puis j'ai dit, t'inquiète, je vais bientôt sortir. Mais avec ce truc en tête de me dire, il faut que je sorte parce que si je ne sors pas, je vais être coincée ici. Avec le Covid, ça va être l'enfer. Et ce truc a été pareil, très... ça a cristallisé beaucoup les débuts de l'allaitement. Cette peur, en fait, avec le Covid, d'être hospitalisée parce qu'elle grossissait pas bien et de pas voir Giulio, en fait. Et donc, au final, je suis sortie au bout de 6 jours, finalement. Ah, c'est les cool. filles, ça roulait. En fait, c'est moi qui avais des problèmes de tension parce que je ne dormais pas. Mais quand je dis je ne dormais pas, c'est au sens propre. Tu m'étonnes, vu le programme, voilà, là... c'est pas au sens je dors un peu, c'est que je ne dormais pas du tout. Ouais, j'étais en hypervigilance, mais de dingue. Il fallait absolument qu'elle grossisse. J'avais une tension, on venait me prendre ma tension toutes les 3 heures. J'étais tout le temps trop haute parce que tellement j'étais épuisée. Et puis, il fallait absolument que ça marche. Et au bout de 6 jours, mais complètement... c'est lui qui est venu, le pédiatre, le fameux.
Et c'est lui qui m'a dit, mais je pense que vous pouvez sortir, là, on est bon. Ouais, on est bon. Et puis en fait, là, il voulait pas garder les gens à l'hôpital. Hein. Oui, voilà. C'est dans un truc où, au contraire, il fallait que les gens sortent. Donc vous sortez, c'était même, c'était la surprise, trop contente. C'était un mercredi. J'ai même pas dit, j'ai dit à ma maman, on rentre, mais tu ne dis rien à Giulio. Et donc on est arrivé à la maison avec les filles. Et Giulio était évidemment hyper content parce qu'il savait pas. Et là, par contre, là, elles avaient eu, pour le coup, 1 ou 2 petits compléments. Parce que le truc, c'est que j'étais en flux tendu complet. J'arrivais pas, je tirais, je donnais. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'à un moment, juste pour te reposer, sachant toute la stimulation que tu mettais autour, c'était pas OK d'accepter un complément pour... J'étais tellement dans l'envie de tout faire bien comme avec un seul. T'avais peur qu'au moindre truc que tu fasses de travers, ça fout tout en l'air. Donc je voulais absolument qu'on ne donne rien. On a donné quelques petits biberons et je sais qu'on en a donné notamment la nuit avant la sortie. Je savais pas que j'allais sortir. Et en fait, ça les a calées, mais elles ont dormi. Elles étaient complètement calées par rapport au lait maternel. Bien pas sûr. Du tout pareil. Et je sais qu'on est arrivé. Alors évidemment, la chute d'hormones, je m'effondre en arrivant à la maison avec elles. Et je m'effondre d'émotion, de dire ça y est, elles sont là, c'est parti, ça va être dur, mais ça va être fabuleux. Et en même temps, de voir impossible de les réveiller. Et, elles dormaient dans leur truc, on les prenait. Et je dis, voilà, il faut pas perdre de temps, là, le tire-lait est là, on va y aller. Maman... Ouais, t'étais très, très, très focus allaitement. Hein. C'était le truc qui comptait pour toi. Et je dis, allez, maintenant, on s'y met, on y va. Il faut les réveiller. Elles ne se réveillaient pas, en fait. Et donc, j'avais une conseillère en lactation, une sage-femme que j'avais contactée avant, qui avait dit, je viendrai à domicile, machin. Donc, je la contacte, elle me dit, bon, elles ont eu des petits compléments, c'est normal, elles vont se réveiller plus tard. Ne t'inquiète pas, si tu peux tirer, tu tires. Si tu peux pas tirer, c'est pas grave. Il n'y a rien de mal fait, machin. Et donc là a commencé le marathon qui a duré plusieurs semaines parce qu'elles ne grossissaient pas bien, en fait. Ah oui. Elles étaient... Alors, en plus, évidemment, contexte Covid, la sage-femme est venue une fois, super sage-femme, conseillère en lactation. Elle les a vues téter, elle a dit, est-ce que je peux les filmer? Parce qu'elle dit, je pense ne pas avoir vu des bébés de 2 kilos téter aussi bien, parce que c'est intéressant pour montrer à mes étudiantes, parce qu'elle faisait des formations avec ses étudiantes et tout. J'avais eu un DAL aussi, j'essayais de faire un peu du DAL, et je continuais les seringues. Elle dit, tu vires tes seringues, elle dit, tu tires ton lait. Des mamans qui allaient des jumeaux, j'en ai pas connu, j'ai une longue carrière, j'en ai peut-être connu 5, et tu fais partie des 5. Et je sais, en voyant que tu vas allaiter tes jumelles longtemps, tu vas y arriver. Je sais que tu vas passer par des moments de découragement absolu, mais je sens que tu vas le faire. Je ne sais pas te dire pourquoi, mais tu vas y arriver. Fais-toi confiance, vire tes seringues, je ne veux pas voir, tu donnes au biberon. Elle dit, je sais, et alors, tout de suite, mais oui, mais la confusion, on s'en fout, elle dit. Tu ne gaspille pas ton lait. Le principal, c'est que tu optimises ce que tu tires et qu'elles prennent. Et puis que tu puisses te reposer un minimum. Et que tu te reposes un peu. Et si jamais il y a une confusion, on rattrapera. Elle dit, quand je vais les voir téter, je suis presque sûre qu'il n'y en aura pas. Et s'il y en a un, on récupérera le truc. Donc, ça m'a rassurée. Et puis après, quelques jours après, elle me dit, alors désolée, je ne peux plus venir à la maison à cause du Covid. Donc déjà, on va tout faire en visio. Donc, je ne peux plus les peser. Alors, elle dit, tu vas aller à la pharmacie, tu prends un pèse-bébé et tu vas peser tes bébés toi-même. Alors, au début, je les pesais, elles ne grossissaient pas. Elles ont pris 10 grammes, elles ont pris 12 grammes. Alors, elles étaient censées prendre 30 grammes. Mais elle me disait, je ne suis pas inquiète. Elles sont petites, laisse-leur du temps. Ne te stresse pas. Elle m'a conseillé de faire, ça m'a un peu aidé, du power pumping. Power pumping, ouais, pour stimuler à fond. Il faut dire que tu étais tellement fatiguée que même avec des bébés qui t'aident bien, la lactation, elle devait avoir du mal à se... Ça avait vraiment du mal à se lancer. Elle prenait... Je pense, a posteriori, je ne le saurais jamais, je pense qu'à mon avis, il y avait un frein. Il y a forcément une explication sur le fait, je pense qu'elle était... C'est étrange qu'à la fois elle t'aide bien et qu'à la fois il y a un frein restrictif. Ouais, mais je pense qu'elle grossissait quand même très peu par rapport à... Ou alors c'était vraiment leur rythme, hein, parce qu'elle avait vérifié, elle n'était pas spécialiste, mais elle connaissait quand même le truc, elle avait regardé, elle avait dit pour moi, ça va, la première fois où elle était venue. Je pense que si on n'avait pas été dans un contexte Covid, j'aurais probablement fait une démarche pour aller voir un spécialiste et peut-être qu'il aurait diagnostiqué quelque chose. J'en sais rien, je ne le saurais jamais pour le coup. Après, il faut se dire aussi que là, on est dans un contexte où tu dors pas depuis un bon moment, que tu es focus sur l'allaitement. Et tu sais, il y a un moment un peu limite comme ça où à la fois on fait tout ce qu'il faut mécaniquement pour que ça fonctionne, le tire-lait, les machins, les trucs. Mais en même temps, tout ce qu'on met en place prend tellement de temps et fatigue tellement que la fatigue et le stress, parce que contexte quand même super compliqué, eux influent aussi sur la lactation. Sûr. Donc, est-ce que tu n'étais pas, tu sais, à cette limite où en fait, peut-être qu'il fallait reculer un petit peu sur le côté mécanique pour gagner en énergie. Mais bon, c'est tellement difficile à faire sur le moment et quand on est focus comme ça sur un sujet. En tout cas, combien de temps ça dure, cette histoire de... Elles prennent pas assez de poids? Ça dure beaucoup, parce qu'en plus, donc elle me disait, tu ne les pèses pas, ou tu les pèses 2 fois par semaine. Au bout de quelques semaines, elle grossissait, mais on l'a dit 2 fois par semaine. On les pesait 4 fois par jour. Tellement on était stressés. Ah oui, d'accord. Mon mari me disait, mais je vais les peser, mais je te dis pas. Pour pas me stresser, parce que c'est... Oui, en fait, c'est trop 4 fois par jour, parce qu'on n'a pas d'infos. Parce que, donc, il les pesait, je voyais sa tête.
Il me dit, elle a pris 7 grammes. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, alors non, mais t'inquiète pas, je vais les peser, mais dans une autre pièce pour pas que tu te stresses. Enfin, on essaie de trouver, mais en fait, après, on arrivait à espacer, mais ce truc ne faisait que compliquer. Quand on allait, il faut pas qu'on ait en plus cette ah oui, là, c'était beaucoup trop mental, en fait. Sauf que le contexte était celui-là, il n'y avait pas le choix. Et en fait, moi, la crainte, c'était le truc, il faut qu'elle grossisse, cette espèce d'injonction. Si elle ne grossisse pas, à un moment, Charlotte, donc la conseillère, va me dire, écoute, va peut-être aux urgences faire un petit check, voir quand même. Et là, on va me dire, on vous hospitalise parce que vous avez besoin de vous reposer. Et si on m'hospitalisait dans ce contexte-là, mais j'allais plus voir Giulio pendant des semaines. Donc pour moi, c'était impensable. Il fallait que ça marche, c'était impensable. Là, on les a complétés pendant quelques semaines, un tout petit peu avec des biberons. D'accord. Parce que j'arrivais pas à suivre, en fait. Ouais. J'arrivais pas à tirer suffisamment. Et à un moment, je voyais, chaque fois que je devais tirer, c'était la pression. Je regardais, évidemment, Et alors là, on est trop dans le mental et on est dans tout sauf ce qu'il faut pour que la lactation le mental jouait. Et là, pour le coup, Alès, mon mari, Alessandro, est allé acheter. Je lui avais dit, va chercher ça, aurons-la. Au pire, on l'utilisera pas. Et le fait qu'il l'ait acheté, tout à coup, le lait, ça allait. J'arrivais à tirer. Ça t'a soulagé. Je pense que j'avais une espèce de... J'avais plus cette... autant je tenais à ça, c'est quelque chose, ça me tenait en vie, autant j'avais plus cette injonction d'avoir la seule responsabilité. Je voulais pas qu'on le fasse, on l'a fait un tout petit peu, alors c'est pas très grave. Mais et non, a posteriori, j'aurais probablement pas dû m'imposer ça. J'aurais dû le faire de manière détendue. Et ça n'aurait pas remis en question mon allaitement. Oui, et surtout avec tout ce que tu mettais en place autour, il y avait peu de chances que les quelques compléments foutent un bazar tel. Surtout avec un petit bébé qui t'était bien. Mais j'étais tellement dans le truc... mais sur le moment, en fait, on est... Et puis alors, n'oublions pas que tout ça est dans un contexte où, en fait, les gens sont très seuls. Enfin, voilà, on vous dit, prenez pas de rendez-vous sauf urgence, etc. Donc, en fait, on se retrouve... Ça nous compliquait vraiment. Il y avait ça nous compliquait la vie. J'avais aucune visite. On pouvait voir personne. Il faisait un temps sublime. Je sais pas si tu te souviens, le premier confinement, on n'osait pas sortir. Je disais non, on sort pas. Il y a trop de risques. Elles sont trop petites. On peut pas. Et puis zéro soutien pour le grand. Aucun soutien. Aussi. Et donc je me revois. J'étais à l'époque, Giulio avait 3 ans et demi, 4 ans. Il faisait un peu d'écran, mais très peu. Et on a acheté un iPad pendant ce premier confinement en disant on lui fera faire des trucs Montessori. Enfin, j'étais encore à fond là-dedans. Depuis, j'ai lâché prise. Depuis, j'ai eu des jumelles. Et je sais que je me revois, j'étais debout avec limite j'en avais une en écharpe et j'avais l'autre au sein. Et je disais, tiens, Giulio, on va faire du coloriage. Et j'étais debout derrière lui en train de lui dire, regarde si tu mets des couleurs comme ça. J'étais là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Pourquoi est-ce que je veux tout mener? Mais c'est comme ça, c'est ma personnalité. Et je voulais pas le mettre devant les écrans. Et la conseillère en action, elle me dit, alors tu as Disney Plus, tu vas allumer ton Disney, tu vas mettre ton fils devant la télévision et tu vas le laisser kiffer en fait la vie. Et il va regarder en mangeant des chips et toi, tu vas t'occuper de tes jumelles. Tu es en train de vivre un truc hors norme en fait. Ouais. Tu réalises pas ce que tu fais. Tu viens d'accoucher, tu as une grossesse gémellaire, tu as des jumelles que tu veux allaiter et tu vas y arriver. On est en plein Covid, tu n'as aucune aide à part ton mari qui est là. Mais il y a un moment où il faut lâcher prise sur certains trucs. Et moi, je suis quelqu'un qui ne lâche pas prise. C'est l'histoire de ma vie. Là, c'était l'exercice ultime. Ah oui, c'était... Voilà. Et mes copines me le disaient. Elles disaient, même quand je suis tombée enceinte, je sais qu'une de mes meilleures amies, Perrine, si tu nous écoutes, elle m'a dit cette phrase. Elle a dit, mais pour toi qui ne sais pas lâcher prise et qui est dans le contrôle de plein de choses, avoir des jumelles, c'est probablement l'épreuve ultime pour enfin réussir à lâcher prise. Et sur le coup, je m'étais dit, mais moi, je vais rien lâcher prise sans lâcher prise. J'aurais des jumelles, voilà. Au contraire, il va falloir encore plus contrôler. Maintenant qu'elles ont 3 ans, j'ai lâché prise sur des tas de trucs. J'ai pas encore lâché prise sur d'autres, mais voilà, c'est en cours et ça peut encore venir. Mais et cet allaitement, c'était pareil. Je voulais absolument tout faire comme j'avais fait. Et voilà. Et là, pour le coup, je passais complètement à côté du kiff. En même temps, bon. Oui, c'est ce que j'allais te demander au milieu de tout ça. Comment tu arrives à profiter de tes bébés? Là, à ce moment-là, les premiers temps, non, c'était... Quand tu dis les premiers temps, ça dure tout ce confinement qui dure à peu près 2 mois? Oui, ça dure bien ça. Ouais. Okay. Puis elle commence à grossir, elle commence à s'éveiller, puis on commence à ressortir, ma maman revient. Elle demande à téter de façon beaucoup plus spontanée, il n'y a pas besoin de les forcer. Après, ça se met, les co-tétés commencent à s'installer, donc avec le coussin, ça commence à marcher, c'est pas encore dingue, mais je commence quand même à le faire. Alors, conseil pour les mamans de jumelles, que moi je n'ai pas réussi à faire, mais a posteriori qui peut être prendre le temps de bien s'installer. En fait, pas vouloir faire à l'arrache. En fait, ce qu'on fait avec et c'est ça pour moi, enfin, ce qui résume vraiment mon expérience d'allaitement de jumeaux, c'est ce qui est très difficile, c'est faire le deuil de ce qu'on a fait avec un seul bébé, en fait. Parce que pour moi, c'est ça qui a été une révélation avec l'allaitement, et c'est pour ça que j'ai allaité aussi Giulio aussi longtemps. C'est que c'est du kiff d'allaiter un bébé, de s'endormir avec son bébé sur soi, de se réveiller, il est là,
de partir en écharpe avec juste une couche en poche au cas où, et puis de s'arrêter. Moi, on habitait dans le 8e à l'époque, j'étais en écharpe ou en poussette, j'allais sur les Champs-Élysées, j'allais me prendre un petit déj, je prenais double ration de tout, je prenais 2 pains au chocolat, 2 oranges pressées, parce que j'avais pas eu le temps de prendre mon petit déj, il dormait dans la poussette, il pleurait, je le mettais au sein, il faisait beau, c'était le printemps, je le remettais. Quand il faisait moche, j'allais aux Galeries Lafayette, me promener au rayon luxe avec mon bébé, je me prenais un petit café, enfin, c'était avec des jumelles, j'ai jamais pu faire ça, en fait. Tout ce que j'ai kiffé avec Giulio, je pouvais pas. Il a fallu faire autrement. Il fallait tout faire autrement. Le fait de m'installer, d'avoir une là, alors j'étais OK, bon, maintenant il va falloir que je prenne l'autre et que je pose celle-ci. Alors je la faisais rouler comme je pouvais, comme ça, puis j'avais à peine Technique l'autre en dessus. main, elle était à peine au sein, l'autre hurlait, l'autre se réveillait, toute ouverte en hurlant. Et j'avais l'autre qui était là, qui hurlait d'entendre sa sœur hurler. Et en fait, quand j'avais une aide, ça se faisait plus ou moins, mais mon mari a repris le boulot à un moment. Ah oui. Alors, il a quand même été là beaucoup plus avec le confinement, puisqu'il était bien prévu. sûr. Donc ça a été quand même une grande aide qu'il soit là. Lui, il faisait ses calls, il faisait tout son travail. Il est ingénieur, il faisait tout son travail à l'ordinateur avec une en écharpe. Génial. J'avais un espèce de t-shirt, enfin c'était pas une écharpe, mais un t-shirt de portage. Heureusement qu'il était là. Voilà. Hein. Heureusement qu'il était là. Il en avait une. Et je lui disais, prends-en une, donne-moi l'autre. Et on se faisait comme ça. Les nuits, pareil, il en prenait. Quand j'arrivais pas à faire les deux, il marchait avec une. Donc, il a fait des milliers de kilomètres à marcher avec une. Je lui donnais l'autre, puis après, il fallait les poser, puis il fallait recommencer. Parce que c'était non-stop, en fait. Ouais, on avait à non-stop. peine fini. J'avais 12 minutes. Je mangeais un demi-paquet d'oursons guimauve. Les seins d'oursons guimauve qui m'ont sauvé la vie. Où je mangeais du chocolat pour tenir le truc, voilà. Ouais, c'est la bouffe pour le cerveau, là. Voilà, Juste. que pour ça. Et puis, il fallait recommencer, en fait. Les premiers temps, c'était ça. Mais vraiment, si on peut, là, on n'est plus en contexte de confinement, prendre le temps de bien s'installer avec ce coussin, de trouver comment... Alors, je cherchais des tutos, je demandais des conseils sur des groupes d'allaitement de jumeaux. Il faut mettre des coussins dans ton dos, parce qu'en fait, je serrais à fond, mais vu que j'avais quand même perdu du poids, vu que je suis plutôt fine de base, le truc était lâche, donc ça tenait, il faut le coincer avec des coussins. Ouais. En fait, je disais, mais c'est n'importe quoi ce truc, il faut avoir 14 coussins autour de soi, il faut te mettre tous tes coussins, puis seulement après, tu peux commencer à... En fait, c'est l'enfer, quoi. Moi, j'arrivais pas. Pour tout ça, je vous inviterai vraiment à écouter l'épisode expert qui suivra, oui. Parce que ça, sans injonction de style de position, etc. Mais voilà, comment s'orienter. Mais vraiment, c'est le confort de la maman déjà. Le confort, c'est le mieux. Et pour le coup, plus les bébés grandissent, surtout avec des petits bébés, plus c'est facile. Plus c'est simple. Et en fait, après, étonnamment, ce qui a été la position le mieux, c'était la BN, mais assise par terre, en fait. D'accord. Assise par terre contre mon canapé. J'avais un tapis. Et pourquoi j'ai pas fait ça avant ? Mais il fallait qu'elle soit plus grande, évidemment. Oui, parce que tout petit, j'aurais pas pu. C'est le même principe qu'avec un tout petit nourrisson. Au début, on est vraiment... on est à deux. Eux, ils bossent, nous, on bosse aussi. Et puis après, quand ils grandissent, c'est un peu eux qui font leur vie. Pour les nuits, ce qu'on m'avait... Enfin, même pas que pour les nuits, d'ailleurs, mais ce qu'on m'avait conseillé, je me suis dit, mais je vais jamais faire ça, n'importe quoi. Et en fait, j'aurais dû le faire bien avant. Et notre chambre est toujours dans cette configuration. C'est qu'on avait le lit qui était en position normale au milieu de la chambre, avec un accès des deux côtés. Et en fait, on m'avait dit, tu mets ton lit dans un coin de chambre, comme ça, tu as un angle qui est sécurisé pour les potentielles chutes et surtout qui te permet de te faire un espèce de petit cocon où tu t'installes des gros oreillers, puis des petits coussins autour, et puis tu t'installes un petit plateau avec trucs à manger, ton portable, à boire, machin. Et en fait, ça te permet d'être hyper bien installé. Tu peux les prendre en BN, tu peux les faire rouler et elles risquent pas de tomber parce qu'elles sont sécurisées par les murs de ta chambre. Et donc, j'ai fait ça, elles avaient peut-être 6 mois, j'aurais dû le faire bien, bien avant. D'accord. Et elles ont 3 ans et demi, mon lit est toujours dans cette position. Et elles sont toujours dedans ? Ou toi, non, elles sont plus dedans maintenant. Maintenant, elles dorment bien. Ils dorment à 3 dans la même chambre avec notre fils. Mais on est en train peut-être d'acheter une maison, donc ça va peut-être changer. Mais ils dorment à 3 dans la même chambre. Ça a été aussi le sommeil. Alors, ça mériterait un épisode. Oui, j'imagine. À lui tout seul, le sommeil de mes bébés allaités, de mes jumelles allaitées. Elles ont dormi. Bon, on a tout tenté. On a testé toutes les possibilités. Et puis, voilà, il a fallu juste le temps de... Que ça se calme. Que ça se calme. Voilà. Qu'il n'y ait plus de tétée de nuit. Enfin, qu'il n'y ait plus de tétée de nuit, non. C'est parce qu'elles ont dormi qu'il n'y a plus de tétée de nuit. C'est pas parce qu'il n'y a plus de tétée qu'elles ont dormi. Voilà. Mais il a fallu du temps. Sur du plus long terme, qu'est-ce que ça donne ? Ça demande donc là les premiers temps très compliqués. Puis elles finissent par demander plus spontanément, mieux téter, bien prendre du poids. Ouais. Toi, tu n'as pas d'autres galères d'allaitement purement pendant tout ce laps de temps jusqu'à leurs 3 ans ? Franchement, non. Et comment ça s'organise finalement quand elles grandissent, que petit à petit elles arrivent vers cet âge bambin, etc. Alors bon, elles sont diversifiées. Ouais. Elles mangent, elles picorent. Enfin non, il y en a une mange très bien, l'autre moins bien. Alors est-ce que forcément les discours, forcément tu les allaites, faut pas t'étonner. Moi je suis sûre que non. Non, ça n'a aucun rapport. Pour moi ça n'avait aucun impact. Elles sont gardées à la maison, donc ça aussi c'est pas anodin. On nous a conseillé ça. C'était un gros effort financier, mais le confort de vie qu'on y gagnait n'avait pas de prix.
Donc, elles sont toujours gardées à la maison par une nounou. Elles vont rentrer à l'école au mois de septembre. Les tétés, enfin, c'était un peu comme avec mon fils, c'est-à-dire quand je suis là, en grandissant, c'est quand je suis là, on boit le lait de maman, mais quand je suis pas là, c'est pas un sujet. Donc pareil, elles sont une partie bib. Elles ont jamais pris de bib. Elles ont jamais pris de bib. Donc t'étais là, elles t'étaient au sein, sinon elles étaient diversifiées. Sinon, elles sont diversifiées. À quel moment t'as repris le travail, toi, dans cette Alors, j'ai affaire? repris le travail au bout des 6 mois de mon congé. Ok. Tout à fait, j'ai pas du tout allongé mon congé maternité. Sauf qu'on était en plein confinement, donc en fait, on répétait la journée, mais tous les spectacles étaient annulés. Ah, Ce qui a quand ça même t'a un peu sauvé, ça, sauvé pour l'allaitement. mon allaitement. Je pense pas clairement à l'âge où... Donc, elles ont repris... quand moi, j'ai repris, elles devaient avoir 8 mois, un truc comme ça. Mhm. Je pense ça, si on avait été en contexte normal et que j'avais repris mes spectacles le soir, comme c'est le cas pour le moment, je pense clairement que j'aurais pas pu continuer. Soit il aurait fallu tirer comme pour... Et je pense pas que pour le coup, j'aurais pu tenir la distance au niveau des quantités parce qu'elles étaient encore petites. Mais là, la journée, tu partais répéter de temps en temps, mais elles étaient diversifiées. Elles étaient diversifiées, là je Et tirais. tu rentrais le soir et elles pouvaient t'aider. C'est ça. Ok, donc en fait, ça s'est transformé en un allaitement. Alors, simple. Double Oui. quand même, mais, Oui, mais relativement simple et puis, en termes de gestion, puisque t'étais là, elle t'était. J'étais là, je je m'asseyais donc mon canapé, je me prenais une comme ça, l'autre arrivait, et les deux ensemble, l'immense majorité du temps. Il y en a une qui était, c'était clair que l'autre rappliquait, quoi. Comment t'as tenu en termes de fatigue, là? Là, ça roulait. À partir du moment où elles ont un petit peu dormi la nuit... Quel âge elles se sont mises à dormir, un peu? 18 mois. Ouais. Oui, donc ça fait quand même 18 mois de... Ah oui. Et je ne pense que rude, je ne suis pas encore remise. Le fameux de Anna Roy qu'on adore, le postpartum dure 3 ans. Ouais, c'est vrai, ce truc. Je sens, ou alors c'est symbolique, mais puis j'ai arrêté. Non, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il y a un truc qui se passe même... Les 3 ans, pour moi, elles ont eu 3 ans le 5 mars. J'ai l'impression que je suis rentrée dans une autre partie de ma vie. Parce qu'en plus, c'est le jour de l'arrêt de l'allaitement. On a arrêté leur jour de leur anniversaire le matin. Et puis l'entrée à l'école va aussi être une autre étape. Pour les parents de jumeaux, 3 ans, de toute façon, pour les parents de jumeaux, symboliquement, c'est énorme. Ouais. Genre, on a réussi, quoi. On les a amenés à 3 ans et puis on les amène à l'école, parce qu'en général, c'est l'entrée à l'école qui est proche. Après, on passe dans autre chose. Ouais, mais tu vois, même sur un bébé simple, unique et franchement, un bébé plutôt cool, moi qui a dormi tôt et tout, j'ai senti que une fois passé ces 3 ans, c'est indescriptible, c'est pas palpable ce que je raconte, mais il y a quand même quelque chose qui change. Absolument. En réappropriation de son corps, en envie de refaire son sport, vraiment de s'y remettre. Moi, on se récupère un peu. Donc je suis assez d'accord avec cette notion de postpartum qui dure 3 ans. Donc voilà, en tout cas, c'est facile. Enfin, c'est facile. Ça dort pas assez. Non, ça dort pas, c'est non-stop. On a une nounou, on a cette chance, clairement. Mais les week-ends sont chauds parce qu'on a la nounou le week-end. Donc et puis le premier à 3 ans, il est pas non plus immense. Oui, c'est ça. Maintenant, il est plus grand. Maintenant qu'elles ont 3 ans, lui, il en avait 6, 7. Il vient d'avoir 7. Mais oui, il est encore très petit, il demande beaucoup d'attention. C'est un grand frère. Bon, j'en étais sûre, mais c'est un grand frère fabuleux. Bah oui, évidemment. Très bienveillant, très sensible, il s'occupe beaucoup de ses petites sœurs et tout, mais ça reste un petit garçon qui a besoin qu'on s'occupe de lui, enfin normal, quoi. L'allaitement du bambin de jumeaux, tu t'es exposée à ça un petit peu, tu vois, avec les amis et tout, comme pour le premier, ou non, ils savaient que tu avais allaité le premier 3 ans. C'était pas un sujet, on sait que de toute façon Sophie est comme ça, Sophie est un petit peu hors des trucs, voilà, et pour le coup, j'ai peut-être même plus ressenti d'admiration, beaucoup. Ah ouais. Et ça m'a fait tenir, clairement, parce que autant ça a été dur, autant j'ai une fierté d'avoir réussi à faire ça, et d'elles, qu'elles aient réussi à le faire avec moi, parce qu'on était 3 dans l'histoire. C'est une fierté immense de l'avoir fait. Et quand j'en parle, j'ai des copines qui viennent d'avoir un bébé, un deuxième, elles me disent, mais comment tu fais? Là, j'ai une copine du quartier qui a un bébé qui a 3 semaines, elle me dit, mais elle dit, j'en peux plus, je ne sais pas comment t'as fait, j'arrive pas à réaliser. Et avec le recul, je ne sais pas non plus, en fait. Faut dire que quand tu le racontes, on sent l'intensité du truc, et c'est vrai qu'on a envie de se dire, pourquoi? Parce que ça a l'air tellement hard. Sincèrement, ouais. Alors, et pour le coup, j'ai pas envie qu'on retienne que ça, parce que ça a été très dur, mais je le referai. Ouais, tu recommencerais. Là, j'ai donné l'aspect dur, mais j'ai vécu des moments avec cet allaitement de communion avec elle, les deux qui te regardent pendant que tu es en train d'allaiter, une qui caresse les cheveux de l'autre, une qui dit à l'autre quand elle commence à parler, mais il y en a plus du lait. Oh mais si, moi j'en ai. Enfin, parce qu'il y en avait à la fin, mais il y avait vraiment, c'était anecdotique. Vas-y, donne-moi ton boobs, le mien il y a plus rien. Le mien est vide. C'était fabuleux et je le referais. Maintenant, est-ce que je le referais de manière aussi extrême? Non, je pense que je compléterais peut-être un petit peu et c'est pas grave en fait. Oui, parce qu'avec du recul, il y a eu cette première période qui a été trop dure et peut-être même que ça a mis à mal
ça a failli mettre à mal le projet tellement c'était fatigant. Mais vraiment, oui. Mais j'ai quand même, j'en retire une fierté et beaucoup t'as raison. du positif. Ouais, c'est ce qu'on appelle s'accrocher. Hein. Oui, voilà. Et j'ai été soutenue, mon mari m'a soutenue. À un moment, bon, il y a eu des moments aussi où l'entourage, ma maman me disait, mais elle, pour le coup, elle avait un peu le même discours avec Giulio quand j'avais des moments où je craquais. C'était, mais pourquoi elle me voit, je pense... moi, l'entourage, quand il est inquiet... Elle me voyait pleurer, elle me voyait épuisée, à bout de fatigue. Elle me disait, mais pourquoi tu t'arrêtes pas, en fait non, j'ai pas envie qu'on me dise ça. J'ai juste envie qu'on écoute que je suis fatiguée et qu'on peut être fatiguée, mais c'est pas pour ça qu'il faut me dire d'arrêter. Et ça, je l'avais dit à Alessandro, à mon mari, même à la maternité, j'avais dit, j'ai besoin que tu me soutiennes. J'ai besoin que tu me soutiennes par rapport à l'équipe médicale. Ouais. C'est important. Il faut qu'on fasse front et que et même après, quand je vais craquer, et il a été, les premiers temps, il me le disait. Il disait, mais ça va aller, accroche-toi. Il était vraiment très, très soutenant. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, quelle place il a pris dans tout ça, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile pour l'entourage en général de nous voir pas bien. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est la facilité de se dire, mais prends-les ces compléments, parce que mais tu l'avais informé, en fait. Tu lui avais dit... Je l'avais informé, et il savait ce qu'il avait à faire. Donc, il était là pour en prendre une. Pour les couches, bon, il ne pouvait pas le faire non plus. Je pouvais pas lui dire, il ne pouvait pas faire ce truc de je fais l'allaitement, tu gères tout le reste. Parce que vu qu'elles étaient 2, c'est pas possible en fait. Ça aurait été trop. Donc on faisait de toute façon les choses. Je faisais aussi les couches, je faisais aussi les bains, on faisait aussi tout. En tout cas, il t'a suivi de A à Z. Il a pas vacillé non plus dans le projet. Les derniers temps quand même, ça commençait il me disait quand même, bon, tu vas arrêter maintenant cet allaitement, ça va. En arrivant sur les 3 ans là. Une petite année il me disait oui, mais peut-être qu'elle mangerait quand même peut-être mieux, Mila, si. Je disais mais non, ça n'a pas de rapport. Et puis au final, ça s'est fait. Un peu comme Giulio, leur anniversaire arrivait, je me suis dit on va tenter le coup, mais je n'y croyais pas du tout. Je me dis ça. Alors du coup comment ça s'est passé? C'est un sevrage qui a été induit? Pareil, induit. Donc j'ai dit ça va être votre anniversaire, c'est bientôt l'école. Elles parlaient hyper bien, toutes les deux. Franchement, elles ont au niveau langage, c'est au top. Et donc j'ai dit on va peut-être arrêter le lait quand même, ce serait bien. Mais en me disant ça marchera pas, c'est sûr. Ah oui, tu croyais pas. J'y croyais pas trop, mais je me suis dit, bon, si ça marche pas, c'est pas grave. En tout cas, ce sera amorcé et puis ça se fera, machin. Et le jour de leur anniversaire, le matin, on a joyeux anniversaire, machin. Et ma maman était là. Elle était venue et je lui ai dit, fais-moi quelques photos et une petite vidéo que j'allaite les filles et tout, parce que potentiellement, pour moi, c'est la dernière fois, quoi. Et puis, donc, je les ai là, ces photos, ces vidéos où on est toutes là dans le lit, machin. Et je dis, bon anniversaire et tout. Et puis, la fête s'est passée. On a fait le lendemain matin, parce qu'elle était le matin. Beaucoup plus le matin que le soir. Et Giulio, c'était pareil. Pendant les 18 derniers mois de Giulio, parce qu'en plus, j'étais souvent absente le soir, ne tétait que les matins. Il était beaucoup plus attaché à cette tétée du matin. Et les filles, c'était un peu pareil. Et elles sont arrivées le matin dans le lit pour boire le lait de maman et escalader le lait de maman. Je dis, non, on a fait l'anniversaire, c'était hier, tu te souviens? Ah oui. Je vais prendre des céréales. Puis il est descendu du lit. Il restait chaud à pic. Bon, on va prendre des chocs à pic avec du lait de vache. Je veux dire, quel est le problème? Elles avaient déjà bu du lait de vache avant ça, bien sûr. Et donc, je me suis dit, on ose y croire. Où sont les caméras? À mon avis, elles vont criser. C'est un fake. Et je me suis dit, si elles crisent, je vais pas... quand on allaite un temps certain comme celui-là, c'est pas pour que le sevrage se passe dans les cris. C'est pour que... Voilà. Donc, idéalement, je m'étais dit, on postposera le truc. Et en fait, ça n'a jamais crisé. Non. Elles sont jamais revenues te demander? Non. Alors j'avais eu une amorce de sevrage quelques mois avant. Alessandro était parti une semaine avec elle à Rome. Parce que depuis qu'elles ont 2 ans, avant ça, parce on voyage, depuis qu'elles sont toutes petites, Giulio, il a pris l'avion, il avait moins de 2 mois pour aller à Rome. Et les filles, pareil, elles voyagent depuis qu'elles sont toutes petites. Et il est parti. Avant 2 ans, on ne peut pas voyager seul avec... il faut un adulte par enfant de moins de 2 ans dans l'avion, parce que tu l'as sur les genoux. Donc, jusqu'à 2 ans, ils ne pouvaient pas le faire. Et à partir du moment où elles ont eu 2 ans, pareil, j'étais dans mon emploi du temps à l'opéra où je ne pouvais pas beaucoup bouger. Et à un moment, il avait des jours off, machin. Et il m'a dit, je vais partir. C'est lui qui me l'a dit. Alors, je m'en suis toujours permise. Il m'a dit, je vais partir tout seul à Rome avec les 3. J'étais hyper contente parce que moi, quand il part comme ça me fait... tu souffles. Même si je bosse, voilà. Bien sûr. Et donc, il est parti à Rome la première fois, 5 jours sans moi. Ouais. Et il a géré l'aéroport. Il faut gérer quand même l'aéroport, l'avion. Tu m'étonnes avec 3 comme ça. Machin. Ouais. Et donc, je m'étais dit, on va induire un petit peu le sevrage à ce moment-là. Déjà, je m'étais dit, est-ce que mon allaitement ça va tenir le coup? Bon, au bout de le temps comme ça aussi long, évidemment que ça tient le coup. Ouais. Et les filles sont rentrées. Et au début, elles ont dit, mais il n'y en a plus. Elles ont tété en me disant, mais il n'y en a plus. Puis c'est revenu. Elles ont dit, ah si, mais c'est vraiment pas bon. Hein. Puis elles se sont revenues une heure après. Oh, l'ingratitude. Et une heure après, c'était reparti. Ah oui, une heure après, c'était plus un sujet, c'était reparti. Voilà. Et puis, il y a eu un autre épisode où il est parti aussi, c'était un peu plus long.
Et là, je me suis dit, non, mais à mon avis, il n'y a plus rien. J'essayais comme ça. J'avais parfois une goutte de lait quand je pressais. Et là, il y avait carrément plus de gouttes de lait du tout. Je me dis, à mon avis, elles vont rentrer et ça va être mort. Bon. Elles vont criser un peu, mais voilà, ça s'est fait comme ça. C'est le moment. On l'a fait 2 ans et demi, je ne sais plus combien c'était. Et je me souviens, c'était hyper drôle. J'étais en train de regarder un épisode de La Servante écarlate. Ouais. Et il y a une scène où une maman est séparée de son bébé. Donc, elle confie son bébé, parce qu'elle reste dans celle qui connaît Servante écarlate, et elle confie son bébé. Et donc, c'est hyper, c'est une scène hyper forte. Ouais. Et pendant que je regardais cette scène, donc les filles étaient parties depuis 6 jours, j'avais pas allaité depuis 6 jours, j'ai senti une montée de lait. Ouais. Je me suis dit, ah, mais c'est bon, ça va, il y en a encore. Et elles sont rentrées, il y en avait encore. Ok. Est-ce que l'envie de ton mari que tu sèvres a influé dans la décision de sevrage à 3 ans ? Non. T'as attendu le moment où elles étaient prêtes ou le moment où toi, t'en avais marre ? Moi, j'en avais marre. Moi, clairement, là... Fallait que ça s'arrête. Je ne me voyais pas continuer plus. Voilà, j'avais envie que ça s'arrête pour elle, pour l'école, pour plein de raisons. Ouais, c'était, puis, oui, soyons honnêtes, je ne veux pas dire que je ne tiens pas du tout compte de ce que mon mari dit. Enfin, s'il m'écoute, il va me dire si, c'est vrai. Mais le fait quand même qu'il me dise plusieurs fois, c'était un ensemble de choses qui fait que c'était le bon moment. Mais ça a été ta décision quand même. C'était ma décision et je voulais qu'il respecte ça. Je lui dis, c'est moi qui les allaite. Laisse-moi décider, c'est pas toi qui vas me dire, on arrête maintenant. Mais en même temps, c'était un souhait pour lui, ça comptait, évidemment. Oui, on peut pas dire que la vie de notre entourage ne compte pas. Non, pas du tout. Possible. Non, ce serait... Alors, cette expérience d'allaitement, qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ta vie pro ou dans ta vie perso ? Dans ma vie, je pense que un petit peu cette histoire de fierté, cette histoire de dire que voilà, quand on est maman et qu'on a des convictions, des choses qui nous tiennent à cœur, en fait, on y arrive. Et en fait, on peut reporter cette chose sur tous les aspects de notre vie, en fait. Est-ce que ça t'a appris un peu à lâcher prise, du coup ? Avoir des jumelles, oui. Avoir des jumelles, mais pas l'allaitement. Plus que ça. Non. Au contraire. Ça a un peu activé ton côté. Oui, ça a activé mon côté. Voilà, j'y suis arrivée, j'ai mis ce qu'il fallait pour y arriver, j'ai respecté le truc, machin. Voilà, si je devais conseiller à quelqu'un, je dirais, vas-y, plus cool que ce que je l'ai fait. Ouais. Je pense qu'il y a moyen d'y arriver. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est quoi le conseil que tu donnerais à des mamans qui sont enceintes de jumeaux ou qui démarrent un allaitement de jumeaux ? Alors déjà, ça peut se faire. Ça peut se faire, c'est super de le faire. On en retire plein de choses, on en retire une grande fierté, ça reste malgré tout, comme pour un seul, très pratique. À partir du moment où ça roule, en fait, je sais que j'avais discuté avec des mamans de jumeaux qui avaient allaité, qui avaient commencé l'allaitement, puis qui pensaient, parce que c'était compliqué, que passer au biberon. Et en fait, elles ont tellement regretté d'avoir arrêté, parce que c'était plus compliqué au biberon. Cette espèce de logistique, de laver les biberons, de préparer les biberons, la logistique était dingue. Et alors que, pour le coup, les débuts sont tellement hard que quand ça roule, ce serait dommage de se priver en fait de tous les mois où ça va être génial et où ça va être simple en fait. Ouais, parce qu'après c'est simple. Il faut tenir le coup au début. Au début, faut tenir. Et après, c'est comme pour mais il faut encore plus se simplifier la vie quand on a des jumeaux. Donc en fait, l'allaitement après, quand ça roule, c'est au top, quoi. Parce que là, c'est vraiment simple, quoi. Ok. Donc tu dirais que voilà, faut tenir au début, que c'est possible, mais que bien être accompagné avec une conseillère en lactation qui gère le sujet. Des multiples, mais il y en a, ça se trouve. Et d'y aller un tout petit peu plus cool que toi pour pas se faire la vie impossible. Bien sûr qu'il y a les confusions synthétines, mais il y a aussi plein de cas où ça n'arrive pas. Évidemment. Alors les puristes vont dire qu'il ne faut pas dire ça, sacrilège de dire une phrase pareille, mais si. Mais il n'y a pas de il faut pas, il y a ce qu'on fait à l'instant T avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a, et déjà avoir ce projet d'allaiter des jumeaux, c'est déjà pas rien. Donc, Exactement. Est-ce qu'il y a une tétée insolite avec les jumelles ? Il y en a plein des tétées insolites. Il y a les épisodes d'avion, c'est quand même quelque chose, parce que Giulio, il voyage depuis qu'il est petit, donc en fait, il est au sein pendant tout le vol. Quand il est petit, il a 2 mois, il a 6 mois, il est au sein tout le vol, il a pas mal aux oreilles. C'est un enfant qui, tout le monde s'extasie, tellement on ne l'a pas entendu de tout le vol, forcément, il a mon sein en bouche tout le temps. Et avec les jumelles, on peut pas être assis tous les 3 ensemble. Giulio prend un siège, moi avec une des jumelles, et mon mari avec l'autre. Il peut pas être assis à côté de moi, parce qu'il ne peut pas y avoir 2 bébés dans la même allée pour les questions de sécurité. D'accord. Donc, il est ou de l'autre côté de l'allée, ou plus souvent derrière. Et en fait, ça veut dire que pendant tout le vol, on se passe les bébés pour que je les mette au sein. Quand elles étaient toutes petites, il m'en passe une, je l'allaite, et puis quand c'est plus ou moins géré, je lui repasse par au-dessus du siège ou par travers l'allée, il me donne l'autre. Et on fait ça pendant toutes les 2 heures de vol. Donc, les tétées en avion, quoi. Les tétées en avion. J'ai aussi des bons souvenirs de tétées, elles étaient plus grandes. Quand on est en Italie, à la plage, on a une mini piscine gonflable qu'on laisse avec de l'eau pour pouvoir les rincer quand elles sont pleines de sable, parce qu'il faut aussi gérer les bébés petits dans le sable quand il y en a plusieurs. Et on garde cette eau-là. Et donc moi, assise dans la micro-piscine arc-en-ciel, en maillot de bain, en train d'allaiter les 2 dans la piscine. J'ai des photos de ça. Pour quand je devais gérer toute seule, que mon mari avait repris le boulot, j'avais le sling
J'en mettais une en sling, donc elle dormait, et l'autre au sein qui était accessible. D'accord. Ça me sauvait un petit peu des moments compliqués où je ne pouvais pas les poser, où j'étais obligée d'avoir les deux sur moi tout le temps. C'est quoi le truc le plus glamour qu'il t'ait donné durant ton allaitement des jumelles? Le truc Ça peut être ironique. On peut citer une marque ou pas? Oui, vas-y. En fait, on a été modèle, Ouais. moi et les filles, pour une marque de vêtements d'allaitement qui a été créée, qui s'appelle Bonjour Java. Oui, ok. Tu connais? Ouais. Donc, moi, j'avais répondu à un questionnaire quand elle faisait, la créatrice des vêtements a créé sa marque, pour les besoins d'une maman qui allait, machin. Et j'avais mis en note, j'ai des jumelles, c'est trop bien. Et donc, elle m'a contactée en disant, ben voilà, je cherche des modèles pour ma campagne. Est-ce que tu serais intéressée? Parce que voilà, des mamans qui allaient des jumeaux, c'est pas fréquent. Et puis moi, j'adorerais que tu fasses partie des modèles. Il y avait 3 mannequins. Si, on peut dire que j'ai été mannequin. Donc, il y avait une maman qui avait un tout petit bébé qui avait 15 jours, qui s'appelait Romy aussi, d'ailleurs, le bébé. Il y avait moi avec les jumelles, et puis il y avait une maman avec un bambin de 2 ans, je pense. Et donc, on a fait toute la campagne, les photos, machin. Super. Et donc, je suis sur le modèle vert émeraude. Ouais, de Bonjour Java. Avec Bonjour Java, donc avec les Fermeturières, qui est une super marque de vêtements d'allaitement. Et sinon, en des moments pas glamour, j'ai ce souvenir, c'est un des souvenirs où je suis avec mon coussin d'allaitement, les filles ont 3 semaines, avec ma pizza, ma canette de coca sur un plateau en équilibre, les deux au sein, et je suis comme ça avec mon morceau de pizza, et mon mari me prend en photo, ou mon fils, je sais plus qui me prend en photo. Donc c'est pas glamour, mais si, on peut dire que c'est du glamour. Les oursons guimauves pas loin. Les oursons guimauves pas trop loin, voilà. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, c'est quoi? Comme je te dis, la BN, pour les faire à 2, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique, mais il faut quand même que ce soit des bébés quand même qui peuvent se tenir bien la tête. Tu peux pas faire ça avec des nourrissons. Pas avec 2, en tout cas. Voilà. Et le truc du lit, dans un coin de la chambre. Parce que toi, tu BN, c'était vraiment, c'est quand tu dis que tu étais assise dos à ton canapé, là. Ouais. Parce que tu sais, le BN, ça peut être simplement d'être semi-allongé. En fait, et là, c'est faisable plutôt. Voilà, en fonction de l'âge de l'enfant. Un semi-allongé dans le coin de ma chambre avec tous mes oreillers, c'est bien avec des bébés plus petits. Et comme ça, tu peux les faire rouler, les installer bien. Et puis, plus après, j'ai aussi le souvenir d'un petit... mon fils, il a un tout petit fauteuil minuscule, et j'avais réussi, j'étais plus mince que maintenant, à me rentrer tout. Et en fait, j'ai une photo où je suis là, et il y en a une qui est debout, et qui tète debout à côté du petit fauteuil, et l'autre qui est sur moi en position normale, et l'autre qui est debout et qui tète comme ça. Ouais, après, tu t'asseyais, et puis elle gérait, quoi. Ah oui, elles gèrent leur truc sans problème, quoi. Et si en un mot, tu pouvais me résumer tes allaitements, tu dirais quoi? Peut-être un mot pour le premier allaitement et un mot pour l'allaitement des jumelles? Le premier, je dirais béatitude, enfin vraiment le kiff, machin. Qu'est-ce que je dirais pour mes jumelles? Courage, en fait. Volonté d'y arriver. Ce sera ça qui prédomine. C'est vraiment ça qui dominerait, Ok. Bon, merci beaucoup, Sophie. Merci de m'avoir C'était reçue. cool de J'espère que ça recueillir des ce mamans témoignage de jumeaux. Ouais. Puis, vous aurez cet épisode témoignage, vous aurez l'épisode expert qui sortira soit juste avant, soit juste après. Je ne sais pas encore exactement le timing, mais ça vous fera 2 ressources. Et puis après, écoutez, il faut aller lire des témoignages, des machins. Il y en a quand même. C'est comme tout. De toute façon, être informé, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, en tant que maman qui a allaité des jumeaux, mais pas que, qui allaite de base, et c'est ce qui me... Enfin, quand j'en parle avec des amis qui me disent « Oui, mais toi, t'as de la chance, t'as pu allaiter parce que t'avais beaucoup de lait. » Et en fait, non, j'ai jamais eu beaucoup de lait de base. J'ai jamais eu beaucoup de lait avec mon fils, j'ai jamais eu beaucoup de lait. Et en fait, c'est pas avoir beaucoup de lait ou pas beaucoup de lait qui est important, c'est d'être informé. Et moi, ce qui me met très en colère par rapport à l'allaitement dans nos pays, c'est le manque d'information. Et alors, qu'on soit mal informé et qu'un allaitement capote parce qu'on n'a pas été informé, mais si c'est pas quelque chose qui est important, c'était juste on voulait allaiter, mais on va reprendre le boulot, c'est pas un sujet, c'est pas grave. Mais quand c'est un vrai projet et que ça capote parce qu'on n'a pas été bien informé sur les pics de croissance, sur les confusions, machin truc, ça c'est dommage. Et en fait, moi je vais pas dire que je milite pour ça parce que je milite pas du tout, mais quand j'en parle autour de moi, j'ai vraiment envie de ça. Je dis à mes amis enceintes, à mes amis qui veulent allaiter ou qui savent pas, juste sois informé en fait, c'est juste ça. Juste pour avoir les les bonnes clés. Infos, et après on décide ce qu'on veut, mais on décide en connaissance de cause, et c'est des choix, c'est pas juste subir des choses. En fait, on subit un pic de croissance et on subit un truc parce qu'on sait pas ce que c'est, et on nous le justifie en disant mais vous aviez juste plus de lait. C'est pas vrai, c'est juste un pic en fait. Et c'est pareil pour tout, et pour les allaitements de jumeaux c'est pareil. Ouais, la clé c'est d'être informé, et après chaque choix est tout à fait respectable. On a le droit d'avoir envie, pas envie, plus envie, absolument. Encore, etc. Mais par contre, voilà, la clé c'est l'information et le respect des choix de chacun. Absolument. Et si on a ça, alors on fout la paix aux mères et c'est très bien.
Bon, en tout cas, merci encore d'être venu jusqu'à moi. C'était très cool de recevoir, de recueillir plutôt ce témoignage. Avec plaisir. Et puis à une prochaine. Salut Sophie. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner au podcast, le noter sur ta plateforme d'écoute et surtout le faire voyager pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur milchecker.fr, tu trouveras tous les épisodes du podcast depuis 2020 avec un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet qui t'intéresse. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé et qu'il ne faut pas le réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Milchecker où les épisodes experts en particulier y sont résumés à l'écrit. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine en tapant mon nom sur Doctolib et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Milcheckez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Crazy, 'cause believe me, I'm freaking out inside. Oh, I've been feeling so twisted, much high. I wanna make it all. Could you make it alright? 'Cause I've been living inside my mind 24/7.